Et si la vie vous donnait une deuxième chance, que feriez-vous de différent? C'est ce qui est arrivé à mon invité d'aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir Jean-Pierre Beaudoin, conférencier international, auteur à succès, coach de haute performance et entrepreneur. Il a d'ailleurs étudié auprès de Tony Robbins et Tolly Birkin. Mais avant de plonger dans son histoire, je voudrais remercier notre partenaire, les fruiteries urbaines fraîchement bon qui rendent ce balado possible. Maintenant, installez-vous confortablement, prenez-vous un fruit ou un café, on commence. Bonjour Jean-Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui, mon premier épisode de 2026. Wow, trop cool. Merci de m'avoir invité. Je suis honoré d'être ici avec toi aujourd'hui. Bien, c'est plaisir partagé. J'ai eu la chance d'assister à une de tes conférences à Tremblant l'été dernier, puis j'ai été vraiment touchée par l'histoire que tu racontais d'une personne marquante dans ta vie. D'ailleurs, je me suis permise d'aller chercher une petite photo sur tes réseaux sociaux que j'ai juste... Ah, ben oui. Donc, de ton papa. Très marquant. Ouais. Je voudrais que tu nous parles un peu de cette épreuve que tu as vécue à l'adolescence, puis comment ça a forgé la personne que tu es devenue aujourd'hui. Oh, ça l'a forgé tellement de choses pour moi. Tu sais, mon père est décédé, j'avais 13 ans. Donc, avant sa mort, tu sais, j'ai été élevé dans une famille remplie d'amour. Et on était bien, on manquait de rien. Fait qu'on vivait dans un beau quartier, on avait des chevaux, je pouvais faire ce que je voulais, donc j'avais envie de jouer de la guitare, j'avais une guitare, j'avais envie de jouer du saxophone, j'avais un saxophone. J'ai eu tout ce que je voulais, fait que j'étais vraiment privilégié. Puis mon père, c'était mon ami, c'était mon mentor, c'était comme mon modèle. Donc j'étais très proche et il a eu un cancer et assez rapidement, il est décédé. Donc à 13 ans. Puis moi, ça a vraiment marqué ma vie parce que mon père était très, très croyant. Donc, il a beaucoup prié, il a beaucoup cru qu'il pourrait se guérir, puis que le bon Dieu était là, puis tout ça. Puis, fait que moi, quand mon père est mort, je me suis révolté. Puis j'ai fait, c'est ça le bon Dieu? Mais je le trouvais pas bon, le Dieu. Fait que pour moi, c'était comme, pourquoi je perds mon père à 13 ans? C'est beaucoup trop jeune. Mon père avait 47 ans. C'est beaucoup trop jeune pour un homme qui est en forme. Puis c'est un homme qui mesurait 6 pieds 2, 215 livres, qui était en pleine forme. Puis à la fin, il pesait 113 livres. Là, il était rachitique, il a paralysé, il parlait plus. Du jour au lendemain, je suis revenu de l'école un soir. Il était pas là. Il avait paralysé le matin. En se levant le matin, il s'est réveillé paralysé. Puis il n'a jamais reparlé vraiment après. Parce que la maladie a duré combien de temps? Ça a duré à peu près un an, là, tout ça. Là. C'est un an et demi. Fait que c'était assez rapide, ouais. Donc, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Puis à ce moment-là, moi, je me suis révolté. Donc, premièrement, j'ai fait le bon Dieu, entre guillemets, c'est un trou de cul. Tu sais, c'est comme, je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Ça m'a vraiment... J'étais vraiment révolté, j'étais fâché. Puis je me suis donné un rôle de victime. Puis un moment qui a été très marquant dans cette période-là, c'est qu'une journée, ma mère, elle nous a demandé de descendre dans la cave. Puis à ce moment-là, on avait des divans carottés, bruns et beige. Là, pour ceux qui sont dans mon âge, on se souvenait de ces divans-là à la mode. Et je me souviens très bien, on était assis là, moi puis mes deux sœurs. J'ai deux sœurs plus vieilles que moi. OK. Et ma mère nous a annoncé à ce moment-là que c'était sûr que mon père était pour décéder. T'sais. Puis la réaction que mes deux sœurs ont eue, c'est de sauter dans les bras de ma mère. Puis moi, je me suis sauvé en courant dans les toilettes, puis j'ai fermé la porte. Ça représente beaucoup ce qui s'est passé par la suite. Je me suis fermé sur moi-même. Je me suis fermé sur moi-même et j'ai pas voulu faire face à mes émotions face à tout ça. Puis aussi, à ce moment-là, on recule dans même de plusieurs années, tu sais, j'ai pas eu de psychologue ou de travailleur social qui m'a accompagné là-dedans. Puis une fois que tout ça s'est terminé, l'enterrement et tout ça, c'est comme si on continuait la vie comme si rien n'était. C'est un peu comme ça que ça se faisait, je pense, à ce moment-là. Donc, beaucoup de peine, beaucoup de frustration. Puis je me suis donné un rôle de victime à ce moment-là. Donc, tu n'en parlais pas là, de comment tu te sentais, même avec ta mère, avec tes sœurs? Non, exactement, parce que c'était comme si ma mère, elle faisait comme, bon, OK, on retourne à l'école. On continue. Là, la vie doit continuer. Je pense que j'aurais eu besoin de support, puis j'en veux absolument pas à ma mère. Elle a fait ce qu'elle pensait la bonne chose à faire. Mais bon, c'est ça. Fait que je me suis refermé sur moi-même, puis j'ai pas voulu faire face à mes émotions. Fait que j'en ai pas parlé. Fait que tranquillement,
j'ai commencé à fumer un petit joint en arrière de la cabane, caché, un petit peu de marijuana. Puis après ça, une petite bière, jeune, 13, 14 ans, 14, 15 ans. Puis à ce moment-là, déjà, mon père m'avait inculqué des valeurs d'entrepreneuriat. Je passais le journal dans le quartier chez nous. Puis mon père m'avait montré comment aller chercher plus d'argent par client. Fait que je passais le journal. Après ça, je m'étais engagé des plus jeunes pour passer le journal pour moi. Donc, j'ai rendu que je pense que j'avais 100 quelques portes de journal. Donc, j'avais engagé des jeunes qui le faisaient pour moi. Puis moi, le jeudi, quand j'allais passer la collecte pour qu'ils me payent pour le journal de la semaine, je ramassais les journaux que j'amenais chez moi et que j'allais vendre ça à la récupération une fois par mois. Fait qu'à ce moment, puis ça fait longtemps, là, fait que t'imagines, on était très, très en avance. Puis c'est mon père qui m'avait inculqué ça en disant, bon, la récupération, c'est important. Puis je leur vendais des sapins de Noël. Fait qu'ils voulaient un sapin de Noël, je lui demandais quelle grandeur. Puis j'allais le chercher sur le terrain familial, puis je leur ramenais leur sapin de Noël. Fait que j'avais déjà commencé à avoir les idées entrepreneuriales, puis comment développer des projets, puis tout ça. Fait que j'ai continué là-dedans. Fait que j'ai commencé à fumer un peu de marijuana, un peu de pot, comme on dit à mon québécois, pris un peu d'alcool. Puis là, j'ai commencé à travailler, à développer des entreprises. Et ça a commencé très jeune. Puis le but de tout ça, là, je le connais aujourd'hui. Aujourd'hui, je le comprends. À ce moment-là, je ne le comprenais pas. J'ai gelé mes émotions. J'ai bu mes émotions. Puis j'ai travaillé mes émotions. Fait que je suis devenu workaholic. Puis après ça, ma consommation d'alcool a augmenté. Ma consommation de drogue a augmenté tranquillement. Je suis toujours resté très, très efficace. Fait que j'ai beaucoup de consommation dans la façon sociale, mais c'est devenu très intense parce que là, ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai commencé à aller travailler un peu partout. Puis ça, j'ai parti de ma première entreprise. J'avais 16 ans, puis j'ai pris un de mes amis qui a signé pour moi parce que je ne pouvais pas mettre ça à mon nom parce que je n'étais pas majeur. Fait que ma première corporation officielle, à 16 ans, j'ai engagé des bûcherons. Fait que j'étais allé bûcher une des terres familiales. Je vendais ça à la Kruger. J'ai vraiment fait des choses super jeunes. Les gens n'en revenaient pas que j'avais 16 ans puis que je faisais ça. Mais pour moi, c'était très normal. Puis avec ça, mais avec le temps, j'ai développé des dizaines d'entreprises, là, puis tout ça pour m'étourdir. Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai lâché l'école. J'étais allé vendre des livres porte-à-porte. J'ai vraiment fait un peu de tout. Je travaillais dans l'hôtellerie. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, faut que je me discipline parce que je me voyais aller dans le mur. Je me dis, si je continue ma vie comme ça, juste dans la consommation, puis là, j'avais, vendre des livres porte-à-porte, ça, je me disais, je ne pourrais jamais vivre mes rêves, je ne pourrais jamais vivre ce que je veux. Puis je voyais très bien que j'avais aucune discipline. Fait que je me suis dit, bon, il faut que je retourne à l'école. J'avais lâché le cégep. Fait que j'ai dit, il faut que je retourne à l'école pour aller me chercher un diplôme. Puis je suis à quelque part à l'intérieur de moi, je le comprends aujourd'hui. Je me disais, mon père serait très déçu si je n'aurais pas de diplôme. Fait qu'il y avait un peu de ça là-dedans, sûrement. Et là, j'ai dit, OK, je vais m'en aller en droit, je vais devenir avocat. Et là, c'est drôle parce que les gens me disaient, ben voyons, Jean-Pierre, j'étais pas bon à l'école. J'étais dans la moyenne. Là, j'avais lâché, j'avais pas fini mon cégep. Fait que les gens me disaient, tu pourras jamais être avocat. T'as pas ton cégep, puis t'as pas les notes, puis t'es pas un super bon étudiant. Moi, quand les gens me disent que je suis pas capable de faire quelque chose, ça me donne beaucoup de motivation. Donc, à ce moment-là, j'ai fait, OK, ben regardez-moi bien. Fait que j'ai voulu m'inscrire. Bien sûr, j'ai pas été retenu. Mais j'ai décidé de rentrer quand même. Fait que moi, j'ai quelque chose dans la tête, il n'y a rien qui m'arrête. Fait que je suis parti à l'Université de Montréal et je suis allé cogner à la porte du doyen de la faculté de l'Université de Montréal pour dire, je veux parler au doyen. La secrétaire a dit, pourquoi? J'explique parce que je veux qu'il me donne une chance. Elle a dit, vous pouvez pas, le doyen ne rencontre pas des gens comme ça. Fait que je me suis assis sur la chaise à côté de la porte du doyen. Non. Oui. J'ai passé 2 jours là. Je suis venu la première journée, je suis resté là, puis lui, il a passé quelques fois. Puis à un moment donné, il me voyait que j'étais là. Moi, je restais là, puis elle disait, moi, j'ai dit, moi, non. Puis là, la madame, elle me disait, va-t'en. Je dis, non, moi, je veux le rencontrer. Fait que je m'en irai pas tant que je le rencontrerai pas. Elle dit, vous le rencontrerez jamais. Je vais rester ici jusqu'à temps que je le rencontre. C'est incroyable. Ouais. Fait que la deuxième journée, à un moment donné, il a demandé, j'étais qui? Fait qu'à un moment donné, il dit, M. Baudouin est rentré. Puis là, il dit, c'est quoi vous faites ici depuis 2 jours? J'ai dit, écoute, je raconte mon histoire. Mon père est décédé, que j'ai eu des bouts difficiles, puis que là, je veux être avocat, que les gens me disent que je ne réussirai pas. Je compte l'histoire. Puis je lui dis, puis là, je veux avoir ma chance. Puis si vous ne me donnez pas ma chance, vous allez le regretter, parce que je vais devenir le meilleur avocat au Canada. Fait que ça, c'est mon côté un peu baveux, un peu dans ma négociation. Fait qu'il m'a dit, écoutez,
ça me touche, tu veux vraiment, on va te donner une chance. Fait que va faire ta première année de droit au cours du soir. La première année, tous les mêmes cours se donnent de soir. OK. Il dit, va le faire de soir à l'éducation aux adultes, puis prouve-moi que tu es capable de le faire. Puis si tu l'as, je te rentre en deuxième année, puis je te crédite tous tes cours de première année, fait que tu vas suivre le déroulement. J'ai dit, parfait, j'y vais. Fait que je suis rentré en droit. De soir, je me suis structuré, je me suis organisé, j'étudiais tous les jours. Puis une des choses que mon père m'avait inculqué quand j'étais jeune, c'est que tout ce que l'on lit, entend, écoute, reste dans notre subconscient. Ça, je suis très jeune. Mon père il m'a fait lire le livre de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient. J'avais à peu près 11 ans. Fait qu'il m'avait déjà montré, quand j'étais plus jeune, que le subconscient, il capte tout, il se souvient de tout, mais il faut être dans l'ouverture puis y croire pour pouvoir aller chercher l'information. Fait quand j'étais jeune, à 11 ans, il m'avait fait lire le livre, puis il avait testé sur moi. C'est cette théorie-là. Fait qu'il y avait des cours, des matières, j'avais plus de misère à l'école. Fait qu'on enregistrait des petites cassettes 4 pistes qu'on avait dans ce moment-là. Fait qu'il m'enregistrait les devoirs, qu'est-ce que je devais apprendre, puis il faisait jouer ça pendant que je dormais. C'est incroyable. Puis mes notes ont fait ça. Parce que tout est là. Puis après ça, mais je me suis mis à croire à ça. Puis ça, c'est l'autre affaire qui est importante, c'est croire que ça fonctionne. Ça, moi, j'utilise ça beaucoup en ce moment, puis je l'enseigne énormément. Fait que je me suis dit ça face au droit. Je me suis dit, OK, je suis peut-être pas le plus intelligent ou le meilleur à l'école, mais si je vais à tous mes cours, je fais tous mes devoirs, j'écoute je lis toutes les lectures qu'il y a à faire, je vais avoir 80% du contenu que j'ai besoin à l'intérieur de moi. J'ai juste à aller dans mes examens ouverts. Fait que j'ai fait ça. Puis j'allais dans mes examens, puis c'était drôle parce que les gens qui étudiaient avec moi, souvent arrivaient à l'examen, étaient bien stressés, puis moi je disais, non, c'est correct, j'ai tout écouté, j'ai tout fait, je suis prêt, tout est à l'intérieur de moi. Puis j'ai fini ma première année avec 8 A2B. Fait que le recteur il a dit, mais c'est beau, tu peux rentrer. Fait que là, mais ça a pris un an. Il a fallu que je prenne un an de pause parce que pour pouvoir rentrer en deuxième année, il faut que tu aies fait ta demande telle date. Puis moi, il m'a dit, là, OK, l'année était finie, puis ma demande n'était pas faite pour rentrer en deuxième année. Fait que j'étais allé faire un cours en gestion d'entreprise au HEC pendant ce temps-là. Puis j'étais allé finir mon bac de droit. Boum. Fait que j'ai réussi mon bac de droit. Je ne suis pas devenu le meilleur avocat au Canada, par contre, parce que je n'ai même pas pratiqué le droit. OK, dans le fond, c'était pas un but de vouloir pratiquer éventuellement. Non, ben au début, je ne savais pas vraiment. Je me disais peut-être, mais dans le fond, sérieusement, dans le fond de moi-même, ce que j'avais besoin d'une structure. Puis j'étais allé me structurer, j'étais allé m'organiser. Puis je pense que ça m'a permis de ne pas tomber dans des excès qui m'auraient peut-être pas permis de faire ce que j'ai fait là. Fait qu'après ça, ma mère et ma soeur avaient un bar spectacle à Sherbrooke qui s'appelait le Café du Palais et qui avait des problèmes. Puis moi, toutes les fois que je descendais à Sherbrooke pendant les fins de semaine, j'allais là puis je disais, moi, je saurais quoi faire avec ça, tu sais. Puis là, tout le monde disait, ben oui, tu saurais quoi faire avec ça. J'avais travaillé dans les bars, j'ai payé mes études en travaillant dans les restaurants, les bars, tout ça. Puis j'étais un gars passionné de musique. Fait qu'à un moment donné, ma mère m'a dit, là, tu dis tout le temps que tu saurais quoi faire avec ça. Elle m'a dit, moi, je suis tanné de mettre de l'argent, puis là, j'y crois plus. Fait que je dis, OK, parfait. Fait que j'ai fait un shutdown, j'ai tassé le gérant qui était là, qui était actionnaire avec ma soeur et ma mère, puis j'ai pris sa place. Puis là, je me suis mis à opérer le Café du Palais, qui est devenu un des bars les plus populaires au Québec. Puis à partir de là, plein de choses sont parties. Ça s'appelait le Café du Palais. J'ai parti d'une compagnie qui s'appelait les Productions du Palais. Là, j'ai commencé à faire de la production de spectacle. Fait que j'en faisais dans le bar. Fait que dans le Café du Palais, on a fait tous les plus grands humoristes du Québec ont passé là. On faisait les mercredis Juste pour rire, en collaboration avec Juste pour rire. Après ça, j'ai produit plein de shows, que ce soit le guitariste de Yes, à Our Lady Peace, à Jean Leloup, au Coloc, tous les artistes sont passés là. Alors que tu n'avais personne dans ta famille qui était dans le domaine de la production? Non, ça c'est vraiment moi que... moi, étant musicien depuis mon jeune âge, puis j'ai joué de la musique toute ma vie, j'avais déjà produit un spectacle. Le premier spectacle que j'ai produit, c'était mon spectacle, c'était mon band. J'avais 16 ans, on avait construit une scène, puis j'avais produit un show. Je m'étais fait commanditer par la paroisse pour faire le spectacle. Puis il y avait eu 600 personnes. On était dehors, dans un parc près de chez nous. Fait que c'était ma première expérience. À ce moment-là, j'avais dit, OK, c'est cool, mais bon, je ne suis pas le meilleur musicien, mais j'aime beaucoup faire ça. Fait que ça a commencé comme ça tranquillement. Là, finalement, j'ai commencé à faire venir des groupes punk rock des États-Unis. Puis là, j'ai commencé à faire de plus en plus de production. Puis après ça, j'ai été un de ceux qui ont parti Woodstock en Beauce, qui est un grand festival en Beauce, on est arrivé, nous autres, la deuxième année, moi puis mon ancien partenaire André.
C'est un petit festival qui avait à peu près 1000 personnes. Puis en 2 ans, on a monté ça à 75 000 personnes. C'est devenu le plus gros festival privé au Canada sans subvention. On n'avait aucune subvention. Fait que c'était vraiment un village perdu. On créait un village en loin des terres à des gens là-bas. Fait que là-bas, on a fait tous des grands artistes, de Joe Cocker à Nickelback à Three Doors Down, des gros shows vraiment. Fait que c'est vraiment quelque chose de génial. Puis là, mais avec tout ça, il y a eu ça. Après ça, j'ai acheté un autre salle de spectacle à Québec qui était le bar spectacle d'Auteuil. J'ai eu des contrats. J'ai commencé à m'occuper de la Fête du Lac des Nations à Sherbrooke, qui est un des 10 plus gros festivals au Québec, la plus grande compétition nord-américaine de pyrotechnie. J'ai parti d'un restaurant-bar au Costa Rica, le Voodoo Lounge. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu une compagnie web, j'ai eu une compagnie de jeux en ligne. Fait qu'à ce moment-là, j'étais vraiment très occupé. Je faisais beaucoup, beaucoup de choses. J'ai eu jusqu'à 200 employés. Je faisais des millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, j'avais énormément réussi dans la vie, mais j'avais pas réussi ma vie. J'étais une merde. J'étais pas bien avec moi-même. Fait que, oui, j'avais beaucoup d'argent. Oui, je payais la traite. J'allais dans les loges au Centre Bell. J'allais dans les lancements du Cirque du Soleil avec des parties privées chez Guy Laliberté. Mais j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Donc, à l'intérieur de toi, déjà, tu te sentais pas comblé. Là, à ce moment-là, je le sentais pas parce que c'était comme, tu sais, je veux dire, c'était comme go, go, go. Fait qu'on se tient très, très occupé. Je courais. Puis les gens me posaient toujours la question, pourquoi, Jean-Pierre, tu travailles tant? Tu n'as pas besoin de travailler tant que ça. Pourquoi tu vas à 100 000 à l'heure comme ça? Puis je disais toujours, c'est parce que j'ai pas de temps à perdre, parce que mon père est mort à 47 ans. Puis je disais toujours au monde, j'ai pas de temps à perdre parce que je vais mourir à 47 ans. Je me racontais l'histoire que j'étais pour mourir à 47 ans comme mon père. Fait que c'était une histoire que je me racontais pour donner une raison au fait que j'allais vite. Puis dans le fond, pourquoi je travaillais fort puis je faisais tout ce que je voulais, c'est que je voulais pas me retrouver tout seul avec moi, puis je voulais pas me retrouver... J'étais incapable d'avoir une relation équilibrée avec une femme non plus parce que je voulais pas aller dans les émotions. Fait que je restais en superficie. Puis là, le business, c'était cool. Ça nourrissait mon ego, mais l'homme en arrière, il était pas bien. Puis qu'est-ce qui s'est passé à 47 ans? 47 ans, c'est assez incroyable ce qui s'est passé parce que, bon, j'ai eu tout ça. Puis à un moment donné, en 2013, c'est arrivé le gros événement. Mais 2-3 ans avant, j'ai commencé à me sentir plus fatigué. Je manquais d'énergie. J'avais 30 livres de plus. Je manquais d'énergie. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à vendre des trucs que j'avais. J'ai vendu le Café du Palais, le bar. J'ai vendu mes actions dans Woodstock. Bon, j'avais ouvert un poste de radio. On avait obtenu une licence du CRTC pour ouvrir un poste de radio que j'ai vendu à Cogeco à ce moment-là. Donc, j'ai vendu plusieurs choses, mes trucs au Costa Rica. En sachant pas que dans le fond, c'est parce que je manquais d'énergie, mais c'est parce qu'à l'intérieur de moi, mon corps était plus capable. Fait qu'à un moment donné, je me suis réveillé chez nous, au Costa Rica, le 1er janvier 2013, parce que je passe mes hivers au Costa Rica depuis 30 ans. Donc, le 1er janvier 2013, je me réveille au Costa Rica avec un problème à l'œil. Et je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas bien de l'œil gauche. Je vois sur le balcon. Il fait beau. Moi, je m'assois. Je vais me chercher des gouttes. Mais une partie de ma vision qui était comme partie de l'œil gauche, étant comme un gars un peu connard comme je suis des fois, mais bon, OK, ça va passer. T'sais. Ça, c'est la majorité des gars qui sont comme exact. Pas le temps d'aller voir à l'hôpital. Fait que là, je reviens au Québec. Là, ma blonde, là, je reviens au Québec. Ma blonde a dit, là, tu vas aller voir ton œil. Genre, j'ai pas le temps. Là, je suis occupé. J'étais parti depuis 3 mois. J'ai plein d'affaires à faire. T'sais. Fait que maintenant, elle m'a forcé à y aller. Ça m'a sauvé la vie. Fait qu'elle m'a forcé à y aller. Je suis allé me faire vérifier par un ophtalmologiste qui a fait comme, oh, qu'est-ce qui se passe dans ton œil? J'ai jamais vu ça. Ça fait 35 ans qu'il était ophtalmologiste. Puis j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Fait qu'ils m'ont envoyé passer des tests à l'hôpital. Puis à ce moment-là, moi, j'avais depuis naissance, j'ai un souffle cardiaque. Comme ma mère et mes sœurs ont un souffle cardiaque. Donc, c'est une petite malformation, mais qui change absolument rien dans ma vie. Fait qu'ils entendaient mon souffle cardiaque. Fait qu'ils passaient des tests pour essayer de comprendre ce qui est arrivé avec mon œil. Et puis, ils ne trouvaient pas vraiment. Fait que j'ai commencé à passer des tests à la fin février. Puis, ils ont trouvé, le 2 juillet, j'ai su ce que j'avais. OK, fait que de janvier à juillet, c'est quand même... Les tests ont passé, mettons, mars, avril, mai, juin. Je passais un test. Après ça, pendant 2-3 semaines, il n'y avait rien. Ils ne trouvaient pas. Ils ne trouvaient pas vraiment. Jusqu'à temps qu'il y ait un médecin qui m'a passé une espèce de truc pour regarder mon aorte ici. Puis il a fait, peut-être-tu passer une échographie? J'ai dit non. Il dit, OK, on va te faire passer une échographie. Fait que là, il m'a envoyé passer une échographie de mon cœur. Puis c'est bizarre ce qui est arrivé parce que c'est drôle, je l'ai raconté à quelqu'un cette semaine, je m'en souvenais pas vraiment, mais ça l'a remonté. Quand je suis arrivé dans la salle de l'échographie,
Je me suis senti super mal. Vraiment très, très mal. Puis là, ils ont commencé, puis j'ai arrêté, puis j'ai vomi. Puis, puis je sais pas pourquoi, tu sais, j'étais pas... tout allait bien avant que j'arrive là-bas. Je pense que mon corps le savait. Ce qui s'en venait. En tout cas, mon corps, mon subconscient, mon âme, je sais pas, mais quelque chose le savait. Puis là, ils ont commencé à passer mon échographie, puis là, j'ai vu la face de la madame, j'ai fait « OK, il y a de quoi qui marche pas ». Fait que là, elle dit « OK ». J'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Ben, c'est pas moi à vous le dire, c'est le médecin ». Fait que j'ai dit « Ben, OK, c'est bon, avez-vous fini? Je peux-tu m'en aller? » Elle dit « Non, non, vous partez pas, puis je pense pas que vous allez partir ce soir. » Là, je fais comme « Ben, comment ça? Hein? C'est quoi l'affaire? » Moi, on va chez nous. Fait que le médecin, il dit, fait que là, elle me dit, ben là, vous allez voir le médecin demain. Devez voir le cardiologue demain qui va vous donner l'information, mais on va vous garder pour la nuit. Je dis, non, non, non. Moi, je suis parti chez nous. C'est moi. Fait que je suis parti chez nous. Je suis retourné le lendemain. Un vrai rebelle. Ouais. Il y a un côté de moi qui est très rebelle, qui l'était, puis qui l'est encore un peu. Donc, je suis revenu le lendemain, puis là, mon médecin, le cardiologue, il m'a dit, écoute, Jean-Pierre, tu as un problème majeur au cœur. Je comprends pas pourquoi tu es encore vivant. Puis si on fait rien, maximum 3-6 mois, t'es mort, c'est sûr. Fait que tu fais comme, imagine quand tu te fais dire par quelqu'un, il te reste 3-6 mois à vivre, puis on comprend pas pourquoi tu es encore debout. Ouh! Fait que ce que j'avais, c'est que ma valve aortique, qui était complètement capote. Fait qu'une valve aortique, c'est 3 morceaux qui rouvrent comme ça pour laisser passer le cœur. Le sang du cœur, le sang qui circule plutôt. Moi, il y avait 2 des 3 morceaux qui étaient collés ensemble, puis il y avait du calcium. C'est ça qui m'a monté dans l'œil. Fait que j'aurais pu facilement faire un AVC à ce moment-là puis mourir. Et l'autre morceau, il bougeait plus. Fait qu'au lieu d'être fermé, hermétique comme normalement, il y avait 2 morceaux qui bougeaient plus, puis l'autre bougeait plus du tout. Fait qu'il y avait un trou. Mon sang, il arrêtait pas de monter. Ça se fermait jamais. Fait que mon cœur à gauche était rendu plus gros que à droite parce qu'il a travaillé tellement fort pendant des années parce qu'il arrêtait jamais de pomper. Donc, c'est voilà. Fait qu'ils ont dû m'opérer. Et je me suis fait opérer par le meilleur parce que j'ai voulu avoir le meilleur. Comme toute ma vie, quand je me suis dit, quand lui m'a dit ça, j'ai dit, c'est qui la meilleure personne pour m'opérer? Il m'a dit, c'est le Dr. Tégéra. J'ai dit, OK, je veux lui. Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne au Québec. Tu peux pas choisir qui va t'opérer. Fait que moi, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, avec qui on avait des chevaux quand j'étais jeune, qui était un médecin. Puis j'ai raconté, t'allais voir mon dossier. Il dit, oh, OK. Puis il dit, je vais t'organiser ça. Fait que finalement, il m'a présenté au Dr. Tégéra qui m'a opéré. Homme extraordinaire de 75 ans, qui a eu 3-4 cancers, qui est décédé aujourd'hui, qui a dû avec son âme. Il m'a sauvé la vie. Donc, lui, il m'a opéré. Des frissons. Ouais, ça devait durer 3 heures. Ça a duré 9 heures. Donc, il y a eu des complications majeures. Fait qu'imagine, là, moi, c'est des athlètes olympiques, ces gens-là. Imagine le cardiologue de 75 ans qui est 9 heures de temps en train de travailler sur moi. C'est assez hallucinant, tu sais. Fait que, il n'y a pas place à l'erreur non plus. Là, non. Puis là, mais quand il est arrivé pour mettre une valve, j'ai une valve mécanique. Donc, il a dû changer ma valve. Puis là, mais il y avait des complications. Il n'était pas capable de l'attacher parce que c'était tellement tout brisé qu'il n'était plus capable de l'attacher. Donc, durant cette opération-là, pendant l'opération, à un moment donné, je suis décédé puis j'ai vécu une expérience de mort imminente. Donc, là, c'est moi qui ai des frissons. Fait que durant l'opération, à un moment donné, ben moi, je me suis vu sortir de mon corps. Et là, je me suis vu coucher sur la table d'opération. Puis là, je voyais qu'il travaillait, puis qu'il travaillait fort, puis que ça allait pas bien. Comme, fait que ton âme est comme sortie de son corps. Là. Ouais. Fait que là, je me suis vu. Puis, c'est spécial parce que tu vois ça. Fait que, mettons, il y avait une salle, puis c'est comme si j'étais allé dans le coin de la salle en haut, puis je voyais tout ça en bas. Puis, dans une paix complète, là. Aucun stress, aucun... T'es juste bien. Tout est correct. Il n'y a pas de problème. Fait que tu vois ça, mais t'es comme détaché de tout ça. Il n'y a aucun attachement, il n'y a aucun affaire de « Ah, je suis en train de mourir ». Non, c'est comme si tout est en paix. Puis après ça, mais souvent, les gens qui vivent une expérience de mort imminente, souvent, ils disent qu'ils montent dans une espèce de tunnel de lumière. Là. Moi, j'ai pas vu de tunnel de lumière. Moi, à un moment donné, je me suis juste senti partir. Puis je suis arrivé dans un endroit, mais il n'y a pas d'endroit. Ça, c'est très dur à expliquer ce que l'on vit dans une expérience comme ça, parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ce que l'on vit. C'est une autre réalité. Puis, les premières années, ça a été très dur pour moi d'expliquer ça. Mais probablement, au début, je ne voulais pas l'expliquer parce que j'avais l'impression que les gens ne comprennent pas puis ils riraient de moi. Fait qu'à un moment donné, tu n'oses pas le dire, tu as peur d'être jugé. À un moment donné, tu l'assumes, tu dis « OK, on va le rencontrer ». Fait que ça a été dur. Puis j'ai même écrit
chapitre là-dessus dans la réédition de mon livre parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Fait que je suis arrivé là. Fait que là, c'est de l'énergie. Fait qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de haut, de bas, il n'y a pas de nord, de sud. Il y a juste de l'énergie, de la sensation. Fait que je suis arrivé là, j'étais comme, c'est trop bien, c'est parfait. Ça doit être ça, le paradis, d'après moi. Là. C'est comme, fait que c'est ton âme, c'est ton énergie, c'est ta vibration, peu importe comment on peut l'appeler, qui est là. Puis mon père était là. Donc, je voyais pas mon père, mais je savais que mon père était là. Tu ressentais comme sa présence dans le fond. Ouais. Puis on a pu échanger ensemble. Fait qu'on se parlait pas. Mais je savais, je sais pas si c'est lui, il sait ce que je pense, puis moi, je sais ce que je pense, mais c'est quelque chose comme ça. C'est de la télépathie, c'est quoi exactement? Je sais pas. Je peux pas l'expliquer plus que ça, mais pour l'expliquer à nous autres, des êtres humains sur Terre, c'est un peu comme si de la télépathie. C'est comme si on se parle pas, mais on comprend ce que l'autre est en train de nous dire. Fait qu'on a un échange. Puis moi, je veux plus m'en aller, là. Parce que avant mon opération, les gens ont trouvé ça assez particulier parce que j'étais très en paix face à l'opération. J'avais pas peur de mourir. Puis, j'avais pas peur de mourir parce que je me disais, au mieux ou au pire, je meurs, puis je vais rejoindre mon père. Puis au pire ou au mieux, je reviens, puis j'ai une deuxième chance. Tu comprends-tu? C'est les deux. Fait qu'un ou l'autre, pour moi, c'était OK. OK. J'étais à l'aise avec les deux options. T'es en paix avec les deux options. J'étais très en paix avec les deux options, ce qui dérangeait beaucoup les gens autour de moi. Mais mon médecin m'a dit que c'est une des raisons sûrement pourquoi je m'en suis sorti, parce que je suis arrivé là vraiment dans une ouverture, pas stressé, en paix. Je faisais des affirmations, puis je me disais, je me voyais beaucoup si je passais, si je m'en sortais, je me disais, la vie m'a donné un gros wake-up call, puis je vais m'en servir, ça va donner ma deuxième chance. La deuxième chance, là, ça sera pas la même chose. Là. Je vais faire autre chose. Tu sais, je vais créer ma vie différemment. Donc, j'étais avec mon père, on a des échanges, je veux pas revenir, mais il me ramène. Fait qu'il me ramène pas par la main, mais quelque part, il me ramène. Et là, bien sûr, je suis revenu, puis sinon, je serais pas ici. Donc, je suis revenu. Dans ce fond, tu comprends que c'était pas ton heure. C'était pas mon heure. Mon père m'a carrément dit t'as d'autres choses à faire, puis va t'occuper de ta mère aussi. Fait que ça, je me souviens qu'il me l'avait bien dit. Fait que je suis revenu. Fait que moi, dans le fond, je me suis réveillé comme une journée et demie plus tard parce qu'ils m'ont gardé endormi pendant une journée et demie parce qu'il n'y avait pas qu'il y ait des complications après. Fait qu'ils m'ont pas réveillé tout de suite, ils m'ont laissé jusqu'au lendemain, puis le lendemain, je me suis réveillé. Puis quand je me suis réveillé, j'étais en paix complet. J'étais vraiment très, très bien. Tu sais, j'étais plugué de partout, j'étais aux soins intensifs, bien sûr. Puis une fois qu'ils ont réussi à m'enlever mon tube dans la bouche, puis j'avais un tube ici, puis j'avais des tubes ici, puis des tubes là, la première affaire que j'ai dit, c'est que je veux une poutine. T'sais. Fait que j'étais vraiment dans un état d'esprit encore connard, comme je suis dans la vie de tous les jours, puis en paix, puis très heureux d'être là. Puis sur le coup, tu te souviens pas de tout ça. Ça revient plus tard. Puis tranquillement, tu te dis, OK, c'est quoi que j'ai vécu là? T'sais. Mais ce qui est beau par rapport à ça, puis le message que je veux passer face à cette expérience-là que j'ai vécue, c'est que la mort, c'est pas la fin. C'est la continuité de quelque chose. Puis ça, je sais que pour beaucoup de gens, ça l'amène les gens à être plus en paix. Parce que les gens qui décèdent, qu'on aime, ils sont mieux que nous, de l'autre côté. Fait que moi, c'est ça le message que souvent je partage aux gens, c'est que les gens, si quelqu'un que tu aimes beaucoup qui décède, on a beaucoup de peine, mais c'est égoïste. Parce que l'autre, il est mieux que toi. Fait qu'il faut les laisser partir. Il faut faire la paix avec ça. C'est un beau message, ça. Ouais. C'est un beau message d'espoir. Parce que c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort, là, justement. Puis surtout, pour moi, c'est juste de dire comme est-ce que vraiment on aurait vécu toute notre vie pour que ça s'arrête du jour au lendemain, puis dans le fond, il n'y ait pas de continuité, il n'y ait pas de suite, comme ça serait triste de voir la vie comme ça, je trouve. Oui, puis moi, ce que moi j'ai vécu me prouve que c'est pas le cas. Donc, à quelque part, intuitivement, c'est tout ça que je ressentais avant pour ne pas avoir peur de mourir face à mon opération. Parce que quand mon père est décédé, c'est sûr que j'ai vécu des affaires. T'sais. J'ai toujours cru qu'il y avait autre chose. J'ai toujours cru que j'étais en communication avec mon père dans la période que j'ai vécue avant ma mort. Puis quand mon père est décédé, je m'en souviens très, très bien. J'étais couché dans mon lit. Mon père était retourné à l'hôpital parce qu'on avait une chambre d'hôpital à la maison pendant une période de temps. Il était traité chez nous parce qu'on était quand même assez aisés financièrement. À un moment donné, il est parti parce qu'il était vraiment trop malade. Il était à la fin de vie. Puis à un moment donné, j'étais couché. En pleine nuit, je me suis réveillé. Je me suis assis. Et je savais que mon père venait de mourir. Je le savais, là, profondément. Puis 5 minutes après, le téléphone a sonné. C'est ma mère qui disait « Va réveiller tes sœurs, puis venez-vous-en. » Là, je savais très bien que mon père était mort. Fait que
on est en contact. Tu sais, je veux dire, on est capable de ressentir des choses, on est capable de communiquer avec de l'autre côté, j'en suis convaincu. Puis suite à sa mort aussi, est-ce que pendant ta période d'adolescence, justement, le moment où tu te révoltais un peu plus, est-ce que tu avais des signes de l'au-delà? Tu sais, est-ce que tu avais l'impression d'être en communication avec ton père ou qu'il t'envoyait un petit clin d'œil? Bien, parfois, oui, mais il y a des grandes périodes que non, parce qu'il y a des périodes où j'étais très intensément mettons, un peu plus de consommation, puis beaucoup de boulot, mais je voulais pas connecter avec tout ça quelque part, tu sais. Fait que, oui, j'ai eu des périodes, mais dans des périodes où je me calmais, parce que à un moment donné, si j'étais dans l'ego, moi, je dis toujours, l'ego, c'est lui qui crie, là. Fait que ça parle fort, puis tu n'es pas capable de rien sentir, puis rien comprendre. Fait que si tu veux entendre ton intuition, puis te connecter à plus grand que toi, il faut que tu calmes ton ego, puis tu écoutes ton intuition. L'intuition, il chuchote. Si tu laisses ton ego crier, tu n'entends rien. Fait que des grandes périodes de ma vie, ça criait tellement fort que j'entendais plus rien. Mais j'ai eu des périodes où j'ai été capable de me recalmer, puis que oui, j'ai pu ressentir des choses, ouais. Puis, quand dans le fond, tu t'en es sorti de l'opération vivante, tu étais encore on est bien heureux que tu sois encore parmi nous. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi par la suite? Est-ce que tu as vendu tes entreprises? Bien, j'avais vendu une partie de mes entreprises. Là, quand tout ça, l'opération a terminé, je suis revenu. Bon, là, j'avais besoin de me remettre, mais c'est assez hallucinant comment rapidement l'énergie revient. Parce que, bon, quand tu dis que mon sang circulait mal, fait que mon corps était mal oxygéné, mais j'ai perdu, bien sûr, mon 30 livres très rapidement, ça l'aide. Puis là, mais mon sang circulait normalement dans mon corps. J'avais une énergie que j'avais pas eue depuis très longtemps. Mais juste, ça a pris du temps, parce que juste au début, je n'étais pas capable de marcher. Fait que ça prend un petit bout de temps être capable de marcher, ça fait excessivement mal, parce que je me suis fait quand même ouvrir en deux. Fait que ça prend des semaines de temps avant de revenir à quelque chose de plus normal. Mais suite à l'opération, je suis parti à Noël qui a suivi. Fait que ça, je me suis fait opérer, moi, le 11 septembre 2013. Fait que moi, le 11 septembre, ça n'avait pas le même sens que vous autres. Ouais. Fait que je me suis fait opérer le 11 septembre. Puis à Noël, j'ai amené toute ma famille avec moi. Fait que ma mère, son chum, mes sœurs, mes nièces, j'ai tout amené au Costa Rica pour passer Noël tout le monde ensemble. Parce que c'était important pour moi. C'était comme c'était un moment marquant. Fait qu'on a tous passé Noël ensemble là-bas. Puis quand ça a été le temps de repartir, 2 semaines après, je pense que c'était à l'entour du 10 janvier que tout le monde repartait, moi, j'ai dit, moi, je repars pas. Je reste. Et là, les 2 femmes de ma vie, ma mère et ma blonde, n'étaient pas contentes. Parce que là, je venais de me faire opérer à cœur ouvert. Je n'étais pas revenu à 100% encore. Ils étaient inquiets. Là, au début, tu ne sais pas trop comment ça va se passer parce que finalement, je veux dire, je vois super bien. Là, fait que ça ne crée aucun souci par la suite, mais tu ne sais pas au début. Puis tu as des doutes. T'sais. Puis là, rester tout seul au Costa Rica. Il ne voulait pas te laisser seul. Mais finalement, j'ai dit, c'est pas négociable. Fait que, puis ils me connaissent. Fait que mon côté rebelle disant, non, c'est pas négociable, je reste ici. Là, je suis resté parce que je savais que j'avais besoin de me reconnecter. Parce que toute ma vie d'avant n'avait plus de sens. Ma vie d'avant était basée beaucoup sur la consommation. Fait que j'étais toujours dans les restaurants, dans les bars, dans les lancements, dans les show rock. Mais il y avait toujours de la consommation, il y avait toujours de la drogue, il y avait toujours de l'alcool. Mais j'étais fonctionnel. Je n'étais pas un alcoolique couché à terre puis capable de fonctionner. Oui. Mais socialement, j'étais le gars de party puis je payais la traite à tout le monde. Puis, mais tout ça, c'était fini. Puis tu te rends compte aussi, c'est qui tes vrais amis. Puis les vrais amis, ils disparaissent. Les amis de brosse puis les amis de drogue, ils sont plus là parce que là, Jean-Pierre, il est plus drôle, puis Jean-Pierre, il m'amène plus au hockey, puis Jean-Pierre, il paye plus la traite. Fait que ça fait une espèce de ménage bien correct. Fait que j'ai besoin de me retrouver. Fait qu'au Costa Rica, c'est à Playa Tamarindo que je vis l'hiver. J'ai marché. Matin et soir, matin, midi, soir. Je marchais 2-3 fois la plage. Puis rapidement, j'ai repris beaucoup d'énergie. Puis, j'étais juste à l'écoute. C'est juste pour retrouver mon énergie, retrouver un sens à tout ça. Puis, je me posais beaucoup de questions, puis j'écrivais. Puis, à un moment donné, j'étais assis sur mon balcon, avec vu ça à la beach. Puis, à un moment donné, j'ouvre mon ordinateur, puis là, je tombe sur une publicité de Tony Robbins. Tu connais Tony Robbins, oui, bien sûr? Fait que je tombe sur une publicité de Tony. J'avais déjà acheté des trucs de Tony. J'avais déjà lu des livres de Tony Robbins. J'avais déjà acheté ces cassettes 4 pistes en niche de Power Wooden qui vendaient la nuit à la télévision. Il y avait des publicités à la télévision la nuit. J'avais acheté ça, c'est drôle parce que puis c'est pas drôle, mais j'avais acheté ça une nuit en venant de veiller à 3-4 heures du matin sur l'alcool. Puis là, je vois ça, puis je la jette. Puis finalement, j'avais jamais écouté ça.
Fait que j'avais déjà lu des trucs de lui, j'avais déjà vu ce qu'il faisait, j'aimais bien ce qu'il faisait, mais je m'étais jamais j'aurais pu penser qu'un jour je serais allé à un événement de Tony Robbins. C'était pas mon trip. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai vu ça passer, puis en l'intérieur de moi, j'ai su que je devais aller là. OK. Puis moi, je crois beaucoup que l'univers aime la rapidité, puis ça a été comme, OK, boum, je la jette. Fait que je la jette. Là, je reste au Costa Rica, je reviens chez nous mi-février. Et là, quand je reviens, j'ai ma blonde est contente, je viens de revenir, j'étais resté un mois de plus là-bas tout seul, je reviens, puis là, ma blonde, ben écoute, il faut qu'on se parle. Je m'en vais dans une semaine, je repars en Floride pour aller vivre en niche de Power Wedding avec Tony Robbins. Fait que ma blonde a dit, écoute, si c'est ça que tu as besoin, puis tu penses que c'est bon pour toi, pas de problème. Fait que je suis parti tout seul, puis je suis allé vivre en niche de Power Wedding, qui est un événement de 3-4 jours. Puis c'est comme 12-15 heures par jour, c'est très, très intense, là. C'est là que j'ai fait ma première marche sur le feu, mais c'est pas ça qui m'a amené à faire des marches sur le feu par la suite. Ce qui m'a marqué le plus durant la première rencontre avec Tony Robbins, ben, il y a 2 choses qui m'ont touché. À un moment donné, il a dit une chose dans la salle. On était, je pense, 800. À ce moment-là, il y avait encore des salles raisonnables, parce que là, en ce moment, il fait des stades de 15 000, c'est plus pareil. Là, ça n'a plus le même impact. Fait que c'était quand même un peu plus intime, si on peut dire ça. Oui, c'était vraiment plus intime. Puis ouais. Fait qu'à un moment donné, il a dit what if life was not happening to you, but for you? Even the worst event in your life. Fait qu'en français, il a dit et si la vie ne vous arrivait pas à vous, mais pour vous, même les pires épreuves de votre vie. Moi, quand il a dit ça, je te jure, là, à 800, j'ai l'impression qu'il parlait juste à moi. Puis c'est comme nu blur autour de moi, puis c'est comme si j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. Pour moi, ça a été comme une claque en pleine face. Quand j'ai fait OK, tout ce qui vient de m'arriver, là, ça ne m'est pas arrivé à moi. C'est arrivé pour moi. Puis moi, je me disais toujours, j'ai une deuxième chance, que je vais l'en faire. Fait que ça a été très profond pour moi, cette phrase-là, que je partage énormément. Puis après ça, le deuxième soir, il fallait écrire 3 objectifs. Et moi, j'ai écrit devenir un auteur à succès dans les 6 prochains mois. Je ne suis pas auteur à ce moment-là du tout, là. Devenir coach haute performance dans la prochaine année et devenir conférencier international dans les 2 prochaines années. Fait que j'écris ça avec les pourquoi. Puis je mets ça dans ma petite valise, puis je reviens au Québec. Puis là, quand je reviens au Québec, j'ai à ma blonde, il faudrait qu'on se parle. Fait qu'on va dans la cuisine, dans l'îlot, dans la cuisine, c'est toujours la meilleure place pour se parler des choses importantes. Fait que, puis là, j'ai dit, ma blonde, j'ai décidé que j'étais pour devenir un auteur à succès dans les 6 prochains mois, devenir un coach haute performance dans les 2 prochaines années et devenir un conférencier international. Ma blonde a fait comme, OK. Là, j'ai fait vivre beaucoup d'affaires en très peu de temps. Elle fait, OK, je peux imaginer coach, tu sais, t'as beaucoup d'expérience, conférencier, t'aimes pas parler en public, j'aimais pas parler en public du tout. Pour vrai, ça paraît tellement pas. Non, pas du tout. Moi, à l'école, j'étais malade, je n'allais pas à mes cours quand il fallait que je fasse un exposé oral, là. Fait que, puis elle dit, auteur, tu sais pas écrire. Elle dit, mais tu sais, elle m'a backé. Fait que là, je pars avec ça, puis là, je me dis, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais écrire, j'ai aucune idée. Puis mon premier objectif, c'est d'être devenir auteur à succès dans 6 mois. Hein. Ça va vite, 6 mois. J'ai aucune idée comment je vais faire ça, mais là, pourquoi il est fort? Parce que dans ma tête, c'est comme, je dois devenir un auteur à succès, ça va me donner la crédibilité pour devenir coach. Puis une fois que je vais être coach, je vais avoir la crédibilité de devenir conférencier. C'était ça dans ma tête, l'histoire que je me racontais. Puis tu sais, il ne faut jamais oublier une chose. Quand mon père est décédé, je me suis raconté l'histoire que j'étais pour mourir à 47 ans. Et à 47 ans, je suis mort sur une table d'opération. Il ne faut jamais oublier le pouvoir de l'histoire qu'on se raconte. Fait qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Fait que moi, je savais ça. Fait que j'ai dit, moi, je vais me raconter l'histoire que je vais devenir ça. Et je le suis devenu. On le sait parce qu'on est là aujourd'hui. À ce moment-là, je ne savais pas comment j'étais pour le faire. Puis il y a beaucoup de monde autour de moi qui disait, voyons, Jean-Pierre, tu vas écrire un livre. Fait que je ne savais pas comment. Fait que là, j'ai commencé, je prenais des notes, je me posais des questions, je me disais, je ferais peut-être écrire sur le pouvoir des objectifs, après ça, sur la loi de l'attraction. Tu sais, j'aime beaucoup la loi de l'attraction. Ça fait longtemps que je disais des trucs là-dessus. Puis je suivais quelqu'un qui s'appelle Joe Vitale, que les gens connaissent, Joe Vitale, qui est dans le livre et dans le film Le Secret, spécialiste de la loi de l'attraction. Fait que je suivais lui depuis quelques années. J'avais lu beaucoup de ses livres que j'aimais beaucoup. Puis je recevais des newsletters de lui. Mais lui, il envoie énormément de newsletters. C'est drôle encore, parce que je suis encore abonné à toutes ces affaires. J'en ai reçu à peu près 10 durant la fin de semaine. Il n'a pas changé sa façon de faire. Fait qu'à ce moment-là, on en reçoit tellement que tu les ouvres pas toutes. C'est impossible. Fait que, mais je sais pas pourquoi. Cette journée-là, j'en ai ouvert une.
Et dans cette newsletter-là, ça disait qu'il voulait partager puis montrer à 20 personnes comment devenir un auteur à succès. Ça, c'est incroyable. Ouais. Mais tu sais, quand tu crois quelque chose, que tu mets ton attention, que ça devient important pour toi, ton système d'activation réticulaire, ton subconscient se met à la recherche, il se met à scanner l'univers pour dire comment je peux lui permettre de vivre ce qu'il croit vraiment puis qui est vraiment important pour lui. Ça, c'est très important de comprendre ça. Fait que mon intention était très claire et mon pourquoi était très fort. Et ben, la vie a mis sur mon chemin. Mais l'autre affaire, c'est beau que ça tombe sur mon chemin, mais après ça, il faut faire des actions. Fait que souvent, les gens disent oui, mais tu avais telle opportunité, mais je passe pas à l'action, fait qu'il n'y a pas de résultat. Fait que là, lui, ce qu'il disait, c'est qu'on va écrire un collectif avec 20 auteurs qui puis il va nous accompagner avec lui et son équipe pour nous montrer comment écrire un livre, le corriger, sortir, marketing, etc., etc. Mais là, il fallait lui écrire pour lui dire qui on était, c'était quoi notre vision de la loi de l'attraction, puis pourquoi il devait nous choisir. Fait que j'ai pris mon papier, mon crayon, puis j'ai écrit à Joe Vitale en anglais. Puis j'ai écrit que j'ai conté mon histoire, exactement l'histoire qu'on vient de vous raconter là. Puis je lui ai raconté ma vision de la loi de l'attraction. Puis je lui ai dit à la fin que, comme je suis très bon pour faire, qu'il devait me choisir absolument. Parce qu'il était pour le regretter, parce que j'étais pour devenir un grand auteur à succès, comme j'ai fait avec le gars, le doyen de la faculté de droit. Fait que, à peu près 3 semaines, fait que j'ai envoyé ça, j'ai envoyé la lettre par la poste, par la poste à ce moment-là. 3 semaines après, à peu près, le téléphone, non, 2 semaines après, ça a été assez rapide. Le téléphone, il sonne. Oui, allô? Jean-Pierre, et c'est Joe Vitale. Joe Vitale qui m'appelle. T'sais. Là, je fais comme, waouh! Fait qu'il dit, écoute, normalement, c'est pas moi qui rappelle les gens par rapport au projet, mais ton histoire, tu m'as fait beaucoup rire, puis je t'ai trouvé très baveux, puis j'aime bien ça. Fait qu'il dit, écoute, j'aime ton histoire, tu veux-tu faire partie du projet de Midas Touch? J'ai dit oui. Fait que j'ai fait partie de ce projet-là. Et ce qui est hallucinant, c'est que là, j'ai écrit un chapitre sur la loi de l'attraction, ma vision de la loi de l'attraction. J'étais corrigé par un écrivain à Londres qui corrigeait mes textes parce que c'était en anglais. Et le livre est sorti. Et je pense que 6 mois et demi après le moment où j'ai écrit mon objectif, le livre est sorti, puis la journée de sa sortie, c'était un best-seller mondial. Incroyable. Ouais. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est vraiment tout possible. J'en parle, j'ai encore des frissons toutes les fois. J'ai fait, OK, c'est vraiment tout possible. Puis la loi d'attraction, là, ça marche. Puis quand tu tombes dans une histoire, tu peux faire des grandes choses. Fait qu'après ça, j'ai continué mon chemin. Puis Joe Vitale est devenu un ami depuis ce temps-là. Là. Il pas venir en tournée de conférence avec moi au Québec. Je ne sais pas si faire une tournée avec lui puis François Lemay, j'avais organisé ça. Puis mais la pandémie est arrivée, fait qu'il n'est pas venu, mais j'ai fait un sommet de l'abondance. Je ne sais pas si tu l'as vu, le sommet de l'abondance. Non, où Joe Vitale est venu, puis j'ai eu des échanges ensemble. Je t'enverrai ça, tu vois, c'est vraiment cool. Fait que, check. Je suis un auteur à succès. Puis il y a du monde qui m'ont dit, t'es pas vraiment un auteur à succès, c'est un collectif. J'ai dit, j'ai jamais dit qu'il fallait que je sois seul l'écrivain dans le livre. C'est vrai, pareil, l'objectif. Ouais, j'avais jamais dit, je dois écrire un livre seul pour devenir un auteur à succès. J'ai jamais dit ça. J'ai dit devenir un auteur à succès. Fait que des fois, il faut pas trop être précis. Après ça, j'en ai écrit 2 autres. Fait que seul. Fait qu'après ça, j'ai dit, OK, check. Là, j'ai dit, mon affaire d'après, c'est devenir coach. Fait que j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour devenir coach? Mais là, j'ai suivi Joe Vitale un bout de temps. Brandon Bouchard au niveau de la haute performance. Puis j'ai suivi Tony Robbins pendant 3 ans. Fait que Tony Robbins, j'étais allé à des dizaines d'événements avec lui. Il m'a coaché personnellement. Personnellement, tu dis du one-on-one. Ouais, j'ai eu 2 one-on-one avec Tony, ce qui est très rare parce que ça coûte une fortune. Puis fait que c'est une longue histoire, mais les choses se sont bien alignées pour que je me retrouve avec lui. Qui m'a même demandé de faire partie de son équipe de coaching, ce que j'ai refusé. Parce que je voulais pas être un petit Tony Robbins. Moi, je veux être Jean-Pierre Baudouin. Donc, les gens m'ont traité de fou, mais je suis très heureux d'avoir pris cette décision-là. Donc, j'ai suivi Tony pendant 3 ans. J'ai fini ma formation avec lui. Donc, je fais partie de la Mastery University de Tony Robbins. Puis, j'ai fini aux îles Fidji, dans son hôtel, ma dernière formation aux îles Fidji. C'était vraiment trop malade. Donc, après ça, puis, tu sais, je faisais déjà du coaching parce que j'étais entrepreneur depuis 40 ans, donc j'avais déjà accompagné des jeunes entrepreneurs, tout ça. Mais là, j'avais besoin d'outils, de stratégies concrètes pour amener les gens vraiment à avoir des résultats. Parce que mon but, moi, quand je fais du coaching, c'est d'avoir des résultats concrets, d'amener des affaires concrètes.
On est dans le concret, puis on fait des choses. Fait que quand je coach quelqu'un, à chaque semaine, il y a quelque chose à faire pour arriver avec des résultats. Fait que je suis allé chercher des outils. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire du coaching. Check. Dans le temps supposé. Puis le troisième affaire, je m'étais dit, je vais devenir un conférencier international. Fait qu'une fois que les 2 premières choses ont été faites, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer? T'sais, moi, je viens du milieu du spectacle. Fait que j'ai produit 5000 événements, j'ai vendu 10 millions de tickets un par un. Là. Fait que je sais c'est quoi organiser des événements. L'expertise. Ouais, fait que j'ai dit, OK, mais j'ai dit, là, moi, je veux faire quelque chose. Puis au début, mon réflexe a été de dire, OK, mais je veux pas faire des petites conférences avec 2 speakers, puis un PowerPoint, puis que les gens, avec un duotang, là, je me voyais faire autre chose de plus gros parce que c'est ça que je connais en plus, les événements à grand déploiement. Fait que je me suis dit, comment je peux me démarquer dans le milieu, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers, qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Puis là, c'est là que j'ai fait, je pourrais peut-être faire marcher le monde sur un tapis de braise, comme j'ai vécu avec Tony Robbins. Parce que je l'avais vécu, mais je ne m'étais jamais dit qu'un jour je ferais ça. Puis c'est pas parce que tu marches une fois sur un tapis de braise que tu peux amener les gens à le faire par la suite. C'est une autre étape. Fait que j'étais dans mon ordinateur, je dis OK, mais je vais chercher ça. Fait que j'ai un flash, je me suis mis à chercher sur Internet. Puis là, je trouve le Firewalking Center en Californie. Fait qu'il y a un centre de marche sur le feu en Californie. Puis il y avait une formation qui commençait la fin de semaine d'après. Je clique sur le bouton. L'univers aime la rapidité, j'achète ma place. Après, je dis à ma blonde, il faut que je te parle. Puis là, j'ai dit, je m'en vais la fin de semaine prochaine pour me faire former pour devenir un instructeur de marche sur le feu. Fait que là, elle fait comme go. Elle est habituée de voir que mes choses ne sont pas toujours dans la normalité. Fait que là, il est arrivé de quoi de vraiment génial parce que je m'en vais là-bas, je ne m'étais pas trop informé par rapport à c'était quoi la formation, mais la seule chose que je voulais, c'est aller là-bas pour savoir comment faire pour le faire. Puis je me disais, ça va être mon impact, puis ça va être ma façon d'amener les gens à vivre une expérience. Parce que mon trip dans la vie, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est organiser des spectacles, avoir des restaurants, c'est de faire vivre des expériences, faire triper le monde. Mais d'ailleurs, parenthèse à propos de ça, parce que j'ai déjà assisté à plusieurs conférences, mais la tienne m'a vraiment marquée parce qu'il y avait tout l'effet sonore, le visuel, la boucane. Tu sais, comme vraiment, comme on se croyait dans un show, là, tu sais, comme... Ouais. C'était vraiment particulier, puis ça m'a beaucoup marqué. Comme c'était très différent, comme tu dis, de ce qu'on est habitué de voir. Ben c'est ça, c'est pour ça que je veux faire ça, parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les gens se souviennent des expériences plus que du contenu que tu leur enseignes. Fait que si tu as une expérience, le contenu va venir s'intégrer. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça, moi, de l'apprentissage par l'expérience. Donc, je vous apprends des choses et je vous fais vivre une expérience qui vient ancrer le contenu que tu as appris précédemment. Tu vas tourner toute ta vie de la soirée que tu as vécue avec moi. Tout à fait. Tu ne peux pas t'en souvenir. Donc, j'arrive là-bas en Californie sans savoir exactement où je m'en vais. Et là, j'arrive dans une espèce de ranch. On rentre dans une espèce de grand salon. Puis il y a comme 8 chaises en demi-cercle. Je m'assois là. Fait que moi, je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus que ça. On n'était vraiment pas beaucoup. Puis il y a du monde du Népal, de l'Afrique, des États-Unis, il y a du monde de partout à travers le monde. Le gars à côté de moi, c'est Poonach, hein, qui est le partenaire d'affaires numéro 1 de Deepak Chopra. Fait que, il y a un gars du Népal, proche du président du Népal. Il y a du monde vraiment intéressant. Et là, Tolly Burken rentre. Tolly Burken, un grand homme, maigre, pas de cheveux sur la tête. Il rentre dans la salle, qui dégage une énergie incroyable. Et là, c'est lui notre formateur. Et là, ce que j'apprends, c'est que Tolly Burken, parce qu'à ce moment-là, moi, il faut dire que mon mentor, c'est Tony Robbins. Mm-hmm. Mais là, je viens de tomber chez Tolly Burken, qui est le mentor de Tony Robbins. Ça, sans le savoir, je suis tombé chez le mentor de mon mentor. Parce qu'en 82, c'est lui qui a formé Tony Robbins, qui a tout formé, expliqué les notions de marche sur le feu. Puis Tony fait comme moi aussi, c'est-à-dire qu'il fait casser des planches à main nue, des flèches. Toutes ces techniques-là, il les a appris auprès de Tolly Burken, où j'ai été formé. Fait que j'ai fait la formation là-bas, fait que je suis devenu instructeur de marche sur le feu. Puis j'ai eu le privilège par la suite, parce que Tolly Burken a pris sa retraite. Il a décidé d'amener 10 personnes qui étaient déjà instructeurs à travers la planète, qui a choisi 10 personnes, puis il m'a choisi. Fait qu'il nous a amené les 10 personnes chez eux en Californie et il nous a partagé toutes ses connaissances des 40 dernières années. Fait qu'on a passé 10 jours avec lui, 10 jours de rêve. Incroyable. Il nous a partagé des choses complètement incroyables.
Fait que je suis devenu à ce moment-là maître instructeur sur la marche sur le feu. Donc là, maintenant, je peux former des gens à devenir instructeurs. Donc après avoir fait ma formation, je suis revenu au Québec et là, je vais faire ma première conférence. Fait que là, j'ai jamais fait de conférence de ma vie. Comme je te disais, à l'école, je n'allais pas à l'école quand j'avais des conférences à donner, des exposés orales parce que j'étais trop gêné. Fait que j'avais mal au ventre puis je disais à ma mère que j'étais malade. Et là, je me dis, bon, mais c'est beau, je dois faire une conférence. Donc, je loue le chalet de ski à Montjoie, qui est une station de ski en Estrie. Et j'organise la première conférence. Mais là, j'ai encore ma compagnie de production à ce moment-là. Fait que mon équipe de production est là. Fait qu'on rentre les moving lights, le système de son. Angel Forrest vient chanter parce que j'ai plein d'amis musiciens. Fait que j'ai souvent des musiciens qui viennent performer durant mes conférences, qui sont vraiment des événements qui vont durer entre 3 et 7 heures, là, tout dépendant de l'endroit et tout ça. Caméra et bien sûr une marche sur le feu. 200 personnes. Première conférence à vie. Je l'ai pratiqué une fois dans mon salon avec 10 amis qui sont venus. Je leur ai montré ça, mon PowerPoint sur la TV. On est sortis dehors, on a fait la marche, on était une dizaine. Puis la fois d'après, c'est 200 personnes. TVA est dans la salle, parce que je suis connu beaucoup à Sherbrooke, moi. Fait que TVA est dans la salle. Et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes par la suite. Et, ça doit être quand même stressant, là, veux pas. C'était quoi ton état d'esprit? J'étais dans un état second, je pense. C'est pas sûr que j'étais conscient exactement dans quoi je m'embarquais. Parce que c'est beau de faire une conférence devant 200 personnes, mais après ça, c'est faire marcher 200 personnes sur le feu pour la première fois avec une équipe que je viens juste de former, puis tout ça, là. Donc, c'était comme j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Puis, tu sais, dans la vie, tu as deux choix face à quelque chose qui est gros. Tu peux être stressé ou tu peux être excité. Moi, j'étais excité. Mais tu sais, c'est les mêmes façons de se ressentir. Tu sais, j'avais mes moides, j'avais mal au ventre, mais j'aurais pu dire, je ne serais pas capable, mais à la place, je me disais, non, let's go, ça va être écœurant. Puis c'est le début de quelque chose. Tu sais, c'était le début de quelque chose d'incroyable, là. Fait que j'ai fait cette conférence-là, ça s'est super bien passé. Super bien passé. Après ça, je parlais avec mon équipe, on échange un peu pour savoir comment ils avaient trouvé ça et tout ça. Fait que tout le monde fait une flèche, tout le monde marche sur le feu. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi la flèche pour ceux qui ne savent pas? Je fais briser des flèches avec la gorge aux gens. Et la flèche, elle représente l'obstacle entre où tu es et où tu veux aller, ou entre qui tu es et qui tu veux devenir. Et je fais écrire sur la flèche aux gens le blocage qui les empêche de devenir ou d'être ce qu'ils désirent vraiment. Qui est souvent une peur. Qui est souvent une peur ou une excuse ou une histoire que tu te racontes. Parce que l'histoire que tu te racontes, tu deviens toujours l'histoire que tu te racontes, mais ton histoire, ça peut être « je vais mourir à 47 ans », mais ça peut être aussi « je suis incapable de faire telle chose ». Fait que peu importe l'histoire, qu'elle soit positive ou négative, tu vas la créer. Ça va devenir ta réalité. Tu sais, à chaque jour de notre vie, on crée notre réalité par rapport à l'histoire qu'on se raconte, par rapport aux émotions, aux pensées qu'on a, aux croyances, bien sûr, dominantes que l'on a chaque jour. C'est ça qui crée notre réalité. Donc, moi, dans ma tête, c'était comme « let's go ». Je suis prêt, je lis ce que c'est. Oui, j'étais nerveux, mais j'étais plus excité que nerveux. Mais c'était quelque chose de très, très... c'était un très beau moment, mais je m'étais quand même très bien préparé. Parce que je te dirais que pas loin du 7/8e du contenu de la conférence que je donne aujourd'hui était là dans la première. Fait qu'elle n'a pas changé tant que ça depuis la première. Fait que j'avais vraiment très, très bien structuré mon affaire. J'avais été bien formé en Californie, bien sûr, mais en Californie, ils ne nous forment pas pour faire des conférences comme ça. Non, pas des gens ils qui donnent sortent les outils. Mais non, c'est surtout expliquer comment on peut gérer le feu puis préparer des gens pour le faire. Mais la plupart des gens qui sortent de l'école là-bas, ils font des petits trucs avec 20 personnes. Je suis le seul qui est sorti de là-bas dans les derniers 10 ans qui fait des événements avec des centaines de personnes. Là. OK. Ben, c'est quand même exceptionnel. Ouais. Ben oui, faut oser le dire. J'espère que tu en es fier. C'est pas moi qui est exceptionnel. Ben oui, mais non, mais j'ai juste parce que j'ose. Mais aussi, il faut dire une chose. J'avais l'opportunité d'avoir une équipe au départ, étant donné que je fais partie, que j'avais une compagnie de production, que j'ai encore, qui produit tous mes trucs. Mais tu sais, je veux dire, je sais ce que je fais. Fait que pour moi, organiser un événement de 20 personnes ou 200 personnes ou 1000 personnes, c'est la même chose. Puis ça ne me stresse pas du tout. J'ai fait des événements avec des centaines de milliers de personnes. Donc, la structure de l'événement en tant que tel, pour moi, c'est pas un problème. Fait que, puis après ça, moi, toutes les fois que je fais une conférence, je te le disais tantôt, je me dis toujours, je me mets pas de pression en me disant, il faut que je plaise à 1000 personnes ou je plaise à 100 personnes. Mon but à chaque conférence, c'est de pouvoir avoir un impact pour une personne. Puis ça a commencé lors de ma première tournée en Europe.
Je suis allé faire une tournée en Europe parce que je me produis tous mes trucs, c'est moi-même qui produis mes choses. Fait que j'ai loué une salle en Europe, j'ai loué des salles en Europe, je suis parti en Europe. Puis la première conférence à Bruxelles, il y avait 4 personnes. Fait que là, tu fais quoi? Tu brailles, puis tu te refermes sur toi-même ou tu donnes ton 100%. J'ai donné mon 100%, puis à partir de là, j'ai dit, moi, je vais toujours donner mon 100%. Parce que dans cette salle-là, il y avait une productrice télé qui m'a emmené en télé en Belgique, qui fait maintenant, je fais la Belgique, il y a des centaines de personnes. Puis il ne faut jamais oublier une chose, on ne sait jamais qui est dans la salle. Puis même chose quand j'ai fait la première conférence à Sherbrooke, Chantal Lacroix avait vu des pubs, elle avait envoyé quelqu'un de sa gang venir voir ce que je fais. Elle disait, c'est qui ce gars-là qui fait marcher sur le feu? Puis après ça, j'ai fait Maigrir pour grandir en direct à la télé avec Chantal Lacroix. Denis Lévesque m'a invité pas longtemps après sur son plateau parce qu'il y a du monde de TVA qui était dans la salle. Fait que tu sais jamais qui est là. Fait qu'il faut faire attention. Fait que moi, je donne toujours la conférence pour une personne, puis toutes les autres, ben tant mieux s'ils peuvent en bénéficier. Donc, ça a été une belle aventure qui m'a permis à ce moment-là, première conférence, je suis devenu conférencier, puis après ça, j'ai créé moi-même mes premières tournées en Europe pour devenir conférencier international. Fait qu'aujourd'hui, tu donnes des conférences un peu partout dans le monde. J'ai donné plusieurs conférences. Je vais au moins une fois, des fois 2 fois par année en Europe. Donc, puis j'ai plus de près de 20 000 personnes dans la francophonie mondiale qui ont fait la marche sur le feu avec moi. Là. Fait que je pense que c'est rendu cool. Fait qu'on peut dire conférencier international, ouais. C'est tellement une belle histoire, là, c'est tellement inspirant. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de résilience aussi dans ton discours. Là, c'est super intéressant. Moi, en tout cas, je pourrais boire tes paroles toute la journée, là, vraiment sans problème. Pourquoi avoir décidé de vouloir transformer la vie des autres? Dans le sens que tu aurais pu dire, OK, ben aujourd'hui, je vais faire les choses différemment, puis je vais un peu le garder pour moi. Mais toi, vraiment, aujourd'hui, tu as un impact sur la vie des autres. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là? Ça a été instinctif. Puis à un moment donné, je me suis dit, suite à l'opération, puis quand je marchais au Costa Rica tout seul, là, la période après que ma mère, puis ma blonde, puis ma famille soient partis, je me suis dit qu'à chaque jour de ma vie, je travaillerais à devenir une meilleure version de moi-même. Puis je me suis dit qu'après ça, je voudrais accompagner les gens à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Fait que tant qu'à le faire pour moi, pourquoi je pourrais pas inspirer d'autres gens à le faire? Jamais j'aurais pensé que je serais rendu où je suis là aujourd'hui, je pense, au départ. C'était pas ça. J'avais pas de grands objectifs au départ, autres que partager. Puis partager mon histoire parce que je savais que ça pouvait avoir un impact. Parce que, tu sais, la puissance de l'histoire que tu te racontes, là, c'est incroyable. Là. Puis, tu sais, moi, quand j'écoute les gens me raconter leur histoire, puis des fois, j'ai comme, arrête de dire ça, là, parce que tu sais pas ce qui s'en vient. Ce que tu dis, c'est ça qui va t'arriver, là. Puis quand tu vois la vie comme ça, puis que j'écoute les gens, des fois, je fais comme, non, mais j'ai besoin, il faut qu'on se parle, là, parce que tu es en train de créer ta réalité. Fait que la plupart des gens, ils manifestent leur réalité de façon inconsciente. Fait qu'ils manifestent pas la vie qu'ils désirent, ils manifestent la vie qu'ils tolèrent, jour après jour. Mais souvent aussi, parce que j'ai l'impression que les gens, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas nécessairement ce qu'on veut. Oui, puis les gens, ils n'arrêtent pas de dire, moi, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais arrête de dire ce que tu veux pas. Décide ce que tu veux. Parce que quand tu dis je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, tu mets ton attention sur ça, c'est ça que t'as. Fait que c'est comme le monde qui vibre le manque. Qu'est-ce que tu vas attirer vers toi? Toutes tes vibrations sur la planète Terre. Fait que tes pensées, tes croyances, tes mots ont des vibrations. Fait que si tu vibres le manque, tu vas attirer le manque. Si tu vibres la peur, le doute, tu vas attirer la peur, le doute. Si tu vibres l'abondance, tu vas attirer l'abondance. Des fois, ils disent, bon, ça paraît ça simple ton affaire. Oui, mais sérieux, on vient à la base. Si tu es une personne joyeuse, est-ce que tu vas attirer du monde joyeux envers toi? Bon. Fait que ça a même affaire avec l'argent, ça a même affaire avec le doute, ça a même affaire avec n'importe quoi. Fait qu'il faut revenir à la base. C'est très simple. Tout est énergie, tout est vibration. Quand on comprend ça, ça change beaucoup de choses. Donc, pourquoi j'ai voulu accompagner les gens? Puis sérieusement, c'était vraiment pas... Moi, toute ma vie, j'ai mis les autres en avant. J'engageais des artistes, puis je les mettais devant plein de gens. Puis moi, j'aimais être en arrière. J'étais une personne qui prenait très peu de place. Moi, je ne suis pas une groupie. J'ai rencontré des grands artistes. Souvent, je n'allais même pas leur parler. J'ai pas besoin de ça. J'ai jamais eu besoin de ça. Mon trip à moi, ça te fait triper le monde. Fait qu'à quelque part, ce que je fais en ce moment, je fais triper le monde en racontant une histoire, puis en leur faisant vivre quelque chose. Pour moi, c'est très important. C'est de venir toucher les différents sens des gens. Puis
Puis je suis content tout à l'heure que tu m'as dit, tu es venu à ta conférence, puis tu as remarqué la boucane, la chaleur, le son, la senteur. Ouais. C'est ça que pour moi, je veux faire vivre aux gens. Parce que quand je te touche avec tes différents sens, ça vient s'intégrer à l'intérieur de toi. Si tu restes au niveau superficiel, c'est ce qu'au début je disais, je ne voulais pas faire des conférences avec 2 petits speakers, puis un duotang, tu arrives chez vous, tu mets ton duotang en dessous de ta télé, puis tu ne le regardes plus jamais. Les gens qui viennent faire une marche sur le feu, il y a un avant, il y a un après, puis plus jamais dans ta vie, tu vas pouvoir oublier ça, parce que ça se peut pas que dans 20 ans, tu te dises, j'ai-tu déjà marché sur le feu, moi? Ouais, c'est impossible. Non, c'est impossible. Fait que c'est sûr que dans 20 ans, tu vas être en mesure de te dire, ouais, j'ai déjà fait ça. C'était au Mont-Tremblant. J'étais avec José. Je me souviens, on sentait la senteur, puis là, il y avait des flèches, puis le gars il était un peu fou, puis on sautait partout, puis tu vas t'en souvenir. Oui, mais d'ailleurs, on va en parler tantôt, là, parce que c'est ça, j'ai vraiment vécu un beau moment. Tu sais, quand je raconte à mes amis, c'est comme, t'as marché sur le feu, c'était comment? Tu sais, comme les gens, tu t'es pas brûlé, tu sais, il y a tellement de questions qui viennent avec ça. Mais avant ça, parce que je sais que depuis tantôt, on parle un peu justement de la manifestation, mais concrètement, c'est quoi exactement? Tu sais, si tu peux me le décrire pour les gens à la maison, parce que je sais que on manifeste à tous les jours de notre vie, là, mais concrètement pour les gens qui nous écouteraient aujourd'hui. À chaque jour de notre vie, on manifeste de façon consciente ou inconsciente, c'est clair. Puis ta manifestation est toujours le sous-produit de tes pensées, tes émotions, tes intentions, tes actions puis tes croyances dominantes. Donc, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu dis, bien sûr, puis ce que tu crois de façon dominante, ça va devenir ta réalité. Puis ça, à chaque jour de ta vie. Fait que si tu commences ta journée en ayant une émotion négative, en ayant des pensées négatives, en faisant des actions de marde, puis en croyant que la journée, c'est de la marde, tu vas vivre une journée de marde. C'est simple comme ça. Si tu commences ta journée en disant la journée est magnifique, des émotions positives, des actions positives, que tu vas marcher dans le bois, puis que tu crois que la vie, c'est rempli de miracles, qu'est-ce que tu vas manifester comme journée, tu penses? Ça va être une magnifique journée. Fait que c'est de même dans n'importe quoi. Les gens, ils compliquent beaucoup ça. Puis moi, j'essaie de ramener ça à quelque chose de beaucoup plus simple. Mon projet Manifesta, justement, mon nouveau projet, c'est beaucoup ça. Je veux ramener la manifestation consciente et puissante à quelque chose de simple, parce que c'est simple. Puis tu sais, la plupart des gens ont lu ou vu le livre Le Secret. Ouais. Bon, ben que le livre Le Secret, c'était bon, mais il manquait quelque chose. Fait que c'est beau, la pensée positive, puis demander, vous recevrez. Mais c'est plus que ça, parce que tu dois déposer une intention peu. Il faut que ton intention soit peu, puis il faut qu'elle soit alignée avec tes valeurs, avec ton état d'esprit, puis avec tes pensées, tes émotions, comme je disais. Puis ça vient créer une croyance. Puis là, quand tu arrives à la croyance, il faut que tu t'assures qu'il n'y a pas une croyance limitante qui vient bloquer ta croyance positive ou une valeur. Parce que si tu as l'objectif ou l'intention de base, parce que l'intention peut être un objectif. Des fois, on peut jouer sur les mots. Fait que si ton intention, c'est de faire $1 million et que dans tes valeurs, dans tes croyances, plutôt, c'est tous les riches, c'est des voleurs. Fait que tu vas faire $1 million, mais tu crois que tous les riches, c'est des voleurs. Tu vas te bloquer, inconsciemment. Fait qu'il faut que tu fasses le boulot de bien comprendre. Puis après ça, mais c'est comme un arbre. Si tu sèmes quelque chose, tu vas récolter ce que tu sèmes. Si tu sèmes une pomme, tu vas récolter une pomme. Ben d'ailleurs, j'adorais cette image-là dans ta formation Manifesta, là, justement, celle de l'arbre avec la graine que tu plantes puis le fruit que tu vas recueillir. Là. Je trouvais que c'était vraiment puissant. Puis tu as raison, c'est comme le livre Le Secret, ça partait d'une belle idéologie, mais il manquait d'outils plus concrets qu'on peut appliquer dans notre vie. Puis c'est ce que je retrouve dans ta formation que je trouve vraiment pertinent parce que tu l'expliques comme de façon vraiment, vraiment simple. Tu sais, comme on part du triangle, là, dans le fond, que t'expliques la physiologie, le focus. Physiologie, focus, langage. Langage, exactement. Mais c'est ça, puis c'est tellement vrai parce que tout de retourner à la source. Si tu te sens pas bien physiquement, tu prends pas soin de ton corps, ben tu seras pas en bonne posture. Exact. Tout est comme interrelié. Là, tout est interrelié. Donc, on travaille, les êtres humains, on n'est pas des silos. C'est nos émotions, nos actions, nos croyances, peu importe. C'est pas des silos séparés. Tout est interrelié. Fait que ce que tu penses a un impact sur tes émotions. Comment tu te sens a un impact sur tes émotions. Ce que tu crois a un impact sur tes pensées. Tout est interrelié. Fait que c'est de vraiment maintenir la cadence entre ton émotion, tes pensées, ton intention, tes pensées, tes émotions, tes valeurs, ton état d'esprit, ta croyance. Puis après ça, c'est de travailler, c'est le tronc. Après ça, c'est le tronc de l'arbre qui grandit.
Puis là, mais c'est de devenir, faire de la gratitude, faire des affirmations, faire du nettoyage énergétique, etc., tout au long, parce que quand tu plantes une pomme, elle ne pousse pas demain. Fait que quand tu plantes quelque chose, là, tu vas enlever des mauvaises herbes, tu vas lui donner de la vitamine. Mais dans nos vies, souvent, les gens ils demandent quelque chose. Ils veulent instantanément. Ils veulent avoir ça demain, puis ils ne sont pas prêts à faire rien. À un moment donné, c'est comme, occupe-toi de ce que tu veux. Puis des fois, ça prend du temps. Tu sais, si tu plantes une carotte, tu n'iras pas tirer sur les racines pour que ça pousse plus vite. Tu vas lui laisser le temps de mûrir, puis tu vas lui donner de l'amour. C'est la même chose pour qu'est-ce qu'on désire dans nos vies. On veut tout le temps les choses pour hier, mais des fois, il y a des choses qui prennent 1 minute à manifester, il y a des choses qui prennent 1 semaine, des choses qui prennent 1 mois, puis des choses qui prennent 10 ans. Puis c'est OK. Mais il faut avoir la foi. Puis des fois aussi, est-ce que, ben ça aussi, la foi, j'y crois aussi profondément, mais tu sais, pour des gens qui diraient, ben moi, je manifeste, puis ça fonctionne pas. Est-ce que c'est par manque de patience ou des fois, c'est un manque d'alignement? Est-ce que ça se peut vouloir quelque chose que tu veux pas vraiment non plus? Tu sais, exemple, ou quelque chose qui est pas réaliste. Tu sais, exemple, je dis, ben moi, j'aimerais être une chanteuse internationale, mais j'ai 0 talent en chant, je me suis jamais pratiquée comme je connais pas ça. Non, mais c'est sûr que, Mané, tes intentions doivent être réalisables. Donc, si mon intention, c'est d'aller sur la planète Terre, sur la planète Mars à pied demain, c'est pas réalisable. Donc, oui, il y a des limites des fois. Mais pour répondre à ta question, la personne qui me dirait, moi, je suis pas capable de manifester, mais je dirais, si tu n'arrives pas à manifester, est-ce que tu crois que tu n'es pas capable? C'est la base, c'est ça. La personne qui me dit, moi, je suis pas capable, mais c'est sûr, tu es ton pire ennemi. Là. En disant que tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas. Si tu crois que quelque chose est impossible, tu ne feras jamais les actions en conséquence pour y arriver. C'est sûr. Fait que si tu dis, je ne suis pas capable de courir 5 km, tu ne courras jamais 5 km. Si tu es convaincu que tu es capable de courir 5 km, puis que tu fais les actions, puis que tu t'entraînes, tu vas le courir. Alors, c'est d'y croire, fait que le mental devient... Clair, c'est la base. Ce que tu crois, ton système de croyances. On a tous des systèmes de croyances, puis on a des croyances par rapport à tout. On a des croyances par rapport à l'argent, des croyances par rapport à l'amour, des croyances par rapport à la spiritualité. On a des systèmes de croyances par rapport à tout dans notre vie. Puis, c'est très important de faire très attention parce que c'est ça qui détermine notre réalité. Puis des fois, les gens ils me disent, comment je fais pour savoir si j'ai un problème de croyance au niveau de l'argent? Mais je dis, OK, c'est quoi ta croyance limitante au niveau de l'argent? Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Mais l'argent, c'est dur à gagner. Croyance limitante. Si tu crois que l'argent est dur à gagner, qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Tu vas travailler tout le temps fort, puis tu vas être plus fort, puis ça ne sera jamais assez fort pour faire l'argent que tu penses parce qu'il faut travailler fort. Fait que les gens, ils sont bloqués par des croyances, puis trouver nos croyances, c'est super facile. Les gens, des fois, ils font ça très compliqué. C'est simple. Assis-toi, tu as un blocage au niveau de ta relation. Assis-toi, dis, qu'est-ce que tu penses des relations? Bien, les relations, c'est compliqué. Les relations, ça fait mal. C'est pour ça que tu as une relation compliquée puis ça fait mal. Fait que dans le cas d'une personne, justement, si on revient à l'argent, là, qui dirait l'argent, c'est dur à gagner ou je ferai jamais assez d'argent, peu importe que cette croyance limitante-là, comment il pourrait faire pour justement la débloquer? Il faut juste venir changer la croyance. Parce que la croyance, c'est comme un dessus de table. Fait que si tu crois que l'argent est dur à gagner, c'est ta croyance, c'est comme le dessus de la table. Puis les pattes de la table, c'est les excuses, les raisons, les expériences de vie qui viennent soutenir ta croyance. Donc, il faut découvrir qu'est-ce qui soutient cette croyance-là. C'est quoi tes expériences de vie? C'est quoi que tu t'es fait dire par ta famille? C'est quoi ta religion? Parce que nos croyances, ils viennent souvent de là. De programmations qui ont été faites. Exactement. Puis des expériences qu'on a vécues, ça, c'est très important. Après ça, c'est de dire, OK, je veux me débarrasser de ça. C'est quoi la nouvelle que tu veux mettre en place? L'argent est abondance, il y en a partout. OK. Viens découvrir des pattes, des raisons pour venir soutenir ça, puis viens bâtir sur le succès. Donc, toutes les petites victoires que tu vas faire, viens les mettre une par-dessus l'autre. Puis, ta croyance que l'argent est dur à gagner, ça fait 40 ans que tu crois ça. Tu ne changeras pas la nouvelle en 1 seconde. Faut que tu viennes reconditionner parce que notre subconscient, c'est comme un CD. Fait que c'est gravé dans ton CD, dans ton cerveau. Fait qu'il faut que tu viennes scratcher tout ça. Dire, OK, je veux une nouvelle, je vais venir réenregistrer mon CD. Je vais venir y donner de la nouvelle information. Et comment on fait? Bien, on vient passer plusieurs fois à la même place pour venir créer des nouveaux liens neuronaux. Parce que ton cerveau, lui, fait rapidement, tout de suite, quand il y a une affaire d'argent, il tombe tout de suite dans le vieux lien neuronal qui dit l'argent, c'est dur, l'argent, ça fait mal. Peu importe. Ça devient quasiment des automatismes. C'est des automatismes. C'est des automatismes. Il faut venir les changer. Puis ça, mais c'est juste un travail de
prendre conscience, nommer. Quand on nomme, on peut transformer. Quand on est capable de nommer quelque chose, on peut le transformer. Dire, OK, je veux le transformer. Parfait. Tu veux vraiment? Parfait. Tu y crois? Oui. Bien, parfait. C'est quoi la croyance pour laquelle tu veux le remplacer? Puis après, tu fais le boulot de retrouver les nouvelles pattes pour échanger avoir ta nouvelle table. C'est simple comme ça. C'est vraiment intéressant. Puis, justement, ça serait quoi la différence entre manifestation et visualisation? Visualisation, c'est une étape de la manifestation. Donc, la visualisation, c'est un outil que tu utilises pour te permettre de manifester. Quand tu visualises quelque chose, ton cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc, si je me visualise en train de boire mon daiquiri sur le bord de la plage au Costa Rica. Bon, mais mon cerveau, il ne voit pas la différence. Fait que je peux me visualiser là-bas. Puis c'est un peu ce que moi, j'ai vécu avec Joe Vital. C'est-à-dire que ce que tu visualises quelque chose ou qu'est-ce que tu crois que c'est vraiment important pour toi puis que tu ressens, parce que le plus important, c'est de visualiser avec de l'émotion. Parce que l'émotion est un amplificateur de manifestation. Donc, quand tu veux quelque chose, tu dois le faire pas juste « Ouais, je veux ça ». Émotion positive, là. Émotion positive. Fait que ça t'aide beaucoup à venir manifester beaucoup plus rapidement. Donc, la visualisation est vraiment un outil de plus pour mettre un par-dessus. Fait que tes émotions, tes pensées, tes croyances, tes valeurs, tes affirmations, on met ça une par-dessus l'autre, c'est ça qui nous permet après ça de venir manifester. Mais d'ailleurs, il y a l'histoire de Jim Carrey, là, l'acteur, là, Ouais. que je ne sais pas si tu connais, là, Ouais. que je trouvais vraiment intéressant par rapport à la visualisation parce que vers la fin des années 80, il n'était pas encore connu. Puis, dans le fond, il s'est signé un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu, qui a mis ce chèque dans son portefeuille, qu'il le visualisait régulièrement. Puis, il l'avait daté Thanksgiving 95. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au début des années 90, sa carrière a explosé. Puis, il y a eu un cachet de 10 millions de dollars environ là, pour un film qu'il a réalisé. Puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'il disait, puis c'est un peu pour faire un pont avec ce que toi, tu disais, mais lui, il disait, j'avais un objectif, j'y croyais profondément, je visualisais, mais j'ai aussi mis beaucoup d'efforts. Clairement. Puis, j'ai jamais arrêté. Clairement. Moi, ça, c'est super important. Puis, je suis totalement en lien avec ce qu'il dit. Là. J'ai écouté beaucoup de ce qu'il fait. Ou bien il me copie ou je le copie. mais sérieusement, on est alignés. On a la même vision de ça. Puis moi, c'est clair. Là, c'est parce que moi, je ne crois absolument pas à la manifestation que je m'assois ici. Puis là, que je visualise, là, puis que, boum, le coffre d'or va arriver en avant de moi. Là. Non. Il faut faire des actions. Sans action, il n'y a rien qui arrive. On a beau se connecter sur l'énergie, la vibration, le 5D, on peut parler de tout ça. Tout ça existe, mais on vit en 3D. Il faut mettre nos bottines, puis marcher le chemin, puis faire des actions inspirées, parce que sinon, il n'arrive à rien. Ça serait quoi un exemple de quelque chose que tu as manifesté, que tu n'as pas encore nommé aujourd'hui, qui est devenu réalité? Une chose que j'ai pas nommée, je peux te dire une chose que j'ai pas nommée encore ici, que j'ai manifesté cette année. L'année dernière, j'avais manifesté Manifesta. Manifesta, ça fait longtemps que j'avais dans ma tête que j'étais pour sortir un programme pour expliquer ma vision de la manifestation, de la loi d'attraction de façon beaucoup plus simple qui aurait un impact mondial. C'était ça mon but. C'est encore ça mon but. Et Manifesta est sorti. Puis Manifesta, c'est sorti au début avec une formation en ligne, autonome. Après ça allait tomber avec accompagnement, VIP. Il y a un livre qui est sorti de ça. Une conférence qui est sortie de ça. Je pars en conférence prochainement justement avec ça. Et là, il y a un voyage à Bali, un voyage au Costa Rica. Donc, c'est en train de devenir beaucoup plus grand que moi. Puis cette année, je voulais aller à une autre étape parce qu'on parle beaucoup des croyances. Puis les gens qui font Manifesta, la place où ce qui bloque le plus encore, c'est au niveau des croyances. C'est vraiment quelque chose de... C'est un des plus gros freins au développement des gens, au développement personnel et à la manifestation de nouvelles réalités, c'est les croyances. Donc, j'avais dans ma tête de développer un nouveau programme. Fait que je m'étais... Quand j'ai Manifesta l'année dernière, c'est vraiment venu de façon super facile. Là. C'est une canalisation. Ça m'est... Des fois, le monde dit c'est bizarre la canalisation, mais c'est toute une question de tout ce que je connais depuis tellement longtemps que j'ai laissé sortir de moi. T'sais. Moi, j'ai beaucoup de... Tout ce que tu as lu, écouté, entendu toute ta vie, tu l'as à l'intérieur de toi. Comme j'expliquais tout à l'heure, mon père m'a dit ça à 11 ans. Fait
Fait que j'ai fait la même chose. J'ai dit, OK, là, cette année, je veux créer un autre programme pour venir débloquer ce qui est bloqué dans l'autre programme, mais de façon différente. Puis je savais qu'il devait être différent comme programme, mais je ne savais pas comment. Mais j'ai visualisé que ça viendrait, puis c'est venu. Fait que je suis retourné au même endroit où j'ai manifesté la première année, Manifesta, et j'ai créé Liberta. Ouais. Fait que j'ai enregistré, ça a été encore plus rapide. En 3 jours, j'ai enregistré 6 heures de vidéo. Mais c'est très différent parce que c'est beaucoup plus structuré. Donc là, toutes les vidéos sont venues super facilement. Mais là, je suis en train de travailler sur toute la structure en arrière il y a beaucoup plus d'exercices plus compliqués, j'aime pas le mot compliqué, plus grand défi pour venir amener les gens à travailler encore beaucoup plus profondément. Ça, c'est dans le fond, ça va voir le jour quand exactement? Ça va sortir à fin d'année 2026, avec une cohorte en début 2027. Ouais. Un exemple d'un client qui a vécu un changement important grâce à ton accompagnement? Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup, beaucoup. Il y a une dame que j'accompagnais au Québec, qui est une femme d'affaires très connue, que je nommerai pas, mais qui avait des défis au niveau de l'autosabotage. Donc, elle s'auto-sabotait dans son développement d'entreprise. Elle avait une entreprise à multimillions, fait que elle avait quand même bien réussi. Mais dès qu'elle avait des nouveaux projets, elle s'auto-sabotait dans ses nouveaux projets constamment. C'était toujours très compliqué et très ardu. Fait qu'elle est venue me voir, puis on a travaillé ensemble. On a découvert, ça a été simple, elle n'en revenait pas. J'ai rencontré elle avait passé des milliers, des dizaines de milliers de dollars à rencontrer plein de monde pour essayer de régler ça. Puis moi, ça a pris 2 heures, puis on a trouvé tout de suite. C'était facile. Pour moi, ça a été super facile. Cette femme-là, toute sa jeunesse, sa mère lui disait « Tu peux pas être une entrepreneur avec succès et une bonne mère de famille. » Elle s'est fait dire ça toute sa jeunesse par sa mère. Fait qu'elle était mère de famille, était entrepreneur à succès. Fait que dès qu'elle arrivait avec plus de succès, elle s'auto-sabotait. Son subconscient se disait « Tu peux pas être une bonne mère si tu réussis encore plus. » Fait qu'elle s'auto-sabotait elle-même, elle se mettait des bâtons dans les roues elle-même. Fait que juste le fait de l'avoir nommé, de l'avoir découvert, de l'avoir mis sur papier, de l'avoir fait l'exercice d'écrire c'est quoi les pattes qui viennent tenir ta croyance, puis il fait faire l'exercice, ça l'a complètement débloqué son truc. Fait que dans le fond, c'est parce que ses projets, ils aboutissaient pas, dans le fond. Bien, souvent, ça partait, c'était facile. Elle s'auto-sabotait, fait qu'elle faisait souvent des choses, elle disait « Pourquoi j'ai fait ça? » Puis je me suis auto-saboté dans le développement. J'avais une super opportunité à l'international, mais je suis allé faire ça, qui a tout cassé le projet. Puis des fois, ça fonctionnait quand même par la suite, mais tu sais, c'était comme ardu pour rien. Elle a bavé beaucoup plus qu'elle n'aurait pas eu besoin de baver. Une fois que j'ai fini avec elle, elle a justement développé plus à l'international, puis elle a vendu 2-3 ans après, puis elle a caché un gros montant d'argent. Puis aujourd'hui, elle est super heureuse, puis elle profite de sa vie. Mais ça a été quelque chose de vraiment, vraiment très, très... C'est hallucinant. À un moment donné, je l'ai vu dans sa face là, quand on parlait de ça. Ça fait comme... Je l'ai vu, elle a compris. Elle a fait « OK ». Fait que c'est toute une question de venir se poser les bonnes questions. Tu sais, un bon coach, pour moi, c'est la personne qui pose les meilleures questions. C'est tout. Fait que moi, je donne pas de réponse. Je pose des questions. Parce que quand toi, tu trouves la réponse... Mais dans le fond, les réponses sont en nous. Il faut oui. juste quelqu'un qui nous aide à aller les retrouver. Oui, puis si moi, je te dis, je sais c'est quoi ton problème, c'est ça. C'est pas la même puissance que tu dis. Ah, je viens de comprendre. C'est ça. Tout changement part de l'intérieur, part pas de l'extérieur. Fait que si moi, des fois, je parle avec des gens, puis je sais exactement il est où le défi. Mais si je dis, je sais c'est quoi, ça fonctionne pas. Faut que ça vienne d'eux. Fait que des fois, ça prend 2-3 heures de plus pour les amener à ah, OK, je viens de comprendre. Parce que souvent, les gens, ils veulent pas voir le blocage. Fait que je peux lui dire, tu es bloqué à tel endroit, mais tu veux pas le voir. Fait que quand tu le vois, je reviens toujours à ça, quand tu es capable de voir, de nommer, tu peux te transformer. Quand tu le vois pas et tu veux pas le voir, ou que tu crois pas qu'il est là, tu le vois pas. Mais parce que des fois, les blocages, c'est un peu une forme de protection, non? Clairement. Protection, souvent, les gens, ils restent dans leur zone de confort. Puis pour moi, souvent, la zone de confort n'est pas confortable. Fait que la plupart des gens qu'on connaît qui disent qu'ils restent dans leur zone de confort sont très inconfortables. C'est une zone de sécurité. Donc, ils sont en mode protection parce que ton cerveau est toujours en disant y a-tu un problème, y a-tu un défi, à quelque part, vas-tu me faire attaquer? Il est là pour te sauver la vie, ton cerveau. Il est toujours en mode protection. Fait qu'il est toujours à la recherche de problèmes. Fait que les gens qui ne comprennent pas ça, tu peux pas te fier à ton cerveau pour te rendre heureux. Faut que tu te fies sur toi pour te rendre heureux.
Tu n'as pas laissé ton pouvoir de l'imaginaire qui est toujours en train de te raconter des histoires. Oui, mais ça arrive, puis ça arrive. Tu es toujours en train de te raconter des histoires. Il faut savoir dire un gros ta gueule, puis de reprendre le contrôle de tes pensées, puis toi décider. Dire, est-ce que c'est vraiment une zone de confort? La plupart des gens qui me disent ouais, mais je suis dans ma zone de confort. Et je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui est fonctionnaire, puis qui est malheureux depuis 20 ans. Mais il dit ouais, mais je suis dans ma zone. T'es pas dans une zone de confort. Tu es super inconfortable dans ta job. Tu es dans une zone de sécurité. Tu restes là parce que sécuritairement parlant, tu as ta paye qui rentre, puis tu sais que tu vas avoir ta pension. Tu es malheureux, tu n'es pas bien, mais tu restes là de façon sécuritaire parce que ton cerveau, il dit si tu sors de là, tu n'auras plus de job, tu n'auras plus de pension, tu n'auras plus d'argent, tu vas perdre ta maison, tu vas perdre ta femme, tu vas perdre tes enfants. Fait qu'il dit non, ben je ne vais pas là. Mais c'est possible quand même de. Ben oui, c'est possible, mais il faut faire de la démarche de comprendre, puis se poser la question. Toute l'histoire que tu te racontes, est-ce qu'elle est véridique? Et la plupart des gens qui n'osent pas demander quelque chose à leur patron parce qu'ils ont peur, ils se racontent des histoires de tout ce qui pourrait arriver. On vit tous ça, là. Des fois, on se raconte des histoires, on a l'impression que telle personne nous en veut, fait qu'on n'ose pas l'appeler parce qu'on se raconte des histoires, puis là, ça prend de l'ampleur. Puis finalement, de quoi tu parles? Oui, c'est ça. Comprends-tu? Effet boule de neige que, dans le fond, nous-mêmes, on s'alimente. C'est le pouvoir de l'imaginaire. La peur, c'est beaucoup ça. La peur, c'est qu'on se raconte des histoires. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on devient toujours l'histoire qu'on se raconte. Puis ça, j'en suis convaincu. Je l'ai vécu plusieurs fois. Fait que si tu te racontes l'histoire, que ça va être dur, puis que ça va être difficile telle personne, puis que tu vas perdre ta job, puis tu vas créer ça, là. Fait que si tu te comptes une belle histoire, tu vas la réaliser. Si tu te comptes une histoire de merde, tu vas vivre une histoire de merde. C'est sûr. Puis je l'ai vu souvent. Je connais plein de monde qui se racontent des histoires que la vie, c'est difficile, puis qu'ils n'ont pas de chance, puis qu'ils n'auront jamais rien. Bien, ils n'ont rien, puis la vie est difficile. La vie, elle dit, OK, c'est ça que tu veux. Ton subconscient, là, son seul but, c'est de venir te prouver que ce que tu crois, tu as raison. Que tu crois que c'est possible ou pas, ton cerveau va tout faire pour te prouver que tu as raison. Si tu crois que la vie, c'est dangereux, il va venir te montrer toutes les affaires qui te prouvent que la vie, c'est dangereux. La plus belle affaire que moi je dis au monde, c'est si les gens ne croient pas au miracle, ben tu ne peux pas voir de miracle. Moi, je crois que la vie, c'est un miracle. Tout est un miracle. Je crois aussi. Le fait d'entendre est un miracle. Le fait que mon cœur bat, c'est un miracle. Le coucher de soleil à tous les soirs au Costa Rica, moi, je vais tous les soirs écouter le coucher de soleil, que moi, je dis. Je vais là, puis c'est pas un mot, j'écoute, puis je profite du moment. Puis c'est un miracle à tous les soirs. C'est jamais pareil, c'est de toute beauté. Puis en plus, il se lève le lendemain de l'autre côté. C'est de toute beauté. Fait que pour moi, c'est rempli de miracles. Pour d'autres, ils font comme, mais là, soleil, il fait juste se coucher. Ben ça, c'est ta perception de la vie. Moi, je veux pas vivre ça. C'est ton choix. On a tout le temps le choix. Le choix de reprendre le contrôle de notre vie, justement, puis de reprendre le volant de notre... Oui, puis la beauté de tout ça, c'est que ça prend une seconde pour prendre une décision. Fait que moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'à chaque seconde de ta vie, tu peux changer ta vie. Je suis convaincu que tout le monde peut prendre une décision ici, maintenant, puis changer complètement la trajectoire de sa vie. Mais justement, ça m'amène à ma prochaine question. J'aime toujours offrir dans le podcast un outil simple que les gens ils pourraient concrètement utiliser dans leur vie. Fait que si tu avais un petit quelque chose à partager aujourd'hui que les auditeurs ils peuvent intégrer dans leur quotidien, là, aujourd'hui que ça pourrait faire une différence dans leur journée. Ben moi, je vais te donner mon outil de base qui est le triangle émotionnel. Puis je vais te donner le lien avec un code promo, puis ils vont tous pouvoir avoir la formation, soit toujours dans le bon état d'esprit gratuitement. C'est 2 heures de vidéo qui expliquent le triangle émotionnel. J'ai toujours un triangle dans le cou. Moi, c'est ça qui m'a permis de me reconnecter avec moi. C'est un outil que Tony Robbins m'a partagé. Chaque moment de ta vie, l'état d'esprit dans lequel tu es est dû à 3 éléments. Ton langage, les mots et les questions que tu te poses, les mots que tu utilises, les questions que tu te poses, ton focus, vers où tu mets ton attention, puis ta physiologie, comment tu te tiens, comment tu bouges, comment tu respires. Ça, c'est ça qui détermine comment tu te sens. Puis si tu veux un changement drastique dans un des 3 éléments, tu es capable de changer ton état d'esprit en 1 seconde. Moi, ça, je travaille à chaque jour, constamment, je me ramène à mon triangle. Pour ça, je l'ai là, puis j'y touche 1000 fois par jour. Je me dis, OK, quand tu tombes dans un mauvais état d'esprit, maintenant tu te dis, journée de merde. OK, wow, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Où tu mets ton attention? Comment tu te tiens? Fait que la personne va dire, la journée va être dure. Physiologiquement, tu te refermes. Fait que quand tu as un langage négatif, tu focuses sur quelque chose de négatif, tu te refermes.
Fait que première chose, c'est juste, wow, non! Tu te mets à te réouvrir, tu vas prendre une grande marche dehors, tu vas respirer, tu vas oxygéner ton cerveau, puis tu es capable de changer ton état d'esprit. Fait que ça, c'est l'outil pour moi le plus puissant, puis c'est la base de toutes mes formations. J'en parle à toutes mes conférences. Il y a des gens qui me disent, t'en parles tout le temps? Oui. Des fois, ma gang de mon équipe, ils disent, t'es pas tanné d'en parler, mais on le connaît par cœur. J'ai dit, toi, tu le connais par cœur. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. Les gens qui le connaissent pas, puis la répétition est la mère de l'apprentissage. C'est pas parce que je te parle du triangle émotionnel une fois que tu es devenu la pro du triangle émotionnel. Là. C'est-à-dire, moi, là, je l'utilise depuis, dans le fond, j'ai connu ça en 2014. Ça fait 12 ans, à chaque jour de ma vie. Puis il y a encore des fois que faut que je me reprenne parce que moi, tout mon état d'esprit, des fois, n'est pas top. Même si je suis le top coach du triangle émotionnel. Parce qu'à un moment donné, c'est que la vie est faite comme ça, on n'est pas parfait, puis c'est parfait comme ça. Oui, ça, des fois, il y a des périodes où on est plus fatigué, on est plus, tu sais, il y a comme plein de choses qui embarquent. Fait que des fois, c'est juste, justement, comme tu dis, d'être conscient puis de se rappeler, attends, wow, comme, tu sais, avant que la situation empire. Tu sais, des fois, c'est parce qu'on est juste inconscient aussi. Mais oui, puis c'est juste le langage, c'est tellement puissant au niveau du langage. Moi, je reprends toujours les gens autour de moi et des fois, ils me trouvent fatiguant. Parce que quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est très difficile. Je dis, wow, c'est pas difficile, c'est un défi. Fait que quand c'est difficile, là, difficile, tu te refermes, c'est un défi, tu as envie d'y aller. C'est juste changer le mot. Mais quand tu dis c'est impossible, non, c'est un défi. C'est juste changer un mot. Puis ça change complètement l'état d'esprit dans lequel tu es, puis tu vas faire face à la situation. Fait que moi, je suis constamment en train de reprendre les gens avec leurs mots pour utiliser des mots puissants, ouverts. Puis l'autre affaire au niveau du langage, c'est les questions, puis c'est de se poser des questions ouvertes. Fait que si tu te poses tout le temps des questions comme pourquoi ça m'arrive toujours à moi, pourquoi ça m'arrive toujours à moi, je me ferme. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi, je focus sur le négatif. Pauvre moi, je suis une victime. Si je change ça pour qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là, ça change complètement la situation. C'est la même affaire qui arrive. Là. Fait que tu as le choix face à une situation. Tu le vois de façon positive ou négative. Tu te poses des questions ouvertes ou des questions fermées. Si tu es toujours dans des questions fermées, tu n'auras jamais de solution. Tu vas aller dans les questions ouvertes et là, tu vas trouver des solutions, des opportunités. C'est juste changer le langage, puis c'est de changer nos habitudes face au langage qu'on utilise. Puis le focus, bien sûr, quand tu te mets à focusser sur un problème, le problème, il fait juste grossir. C'est comme en plus, rien. En plus, tu te mets à te raconter des histoires. Il arrive telle affaire, c'est donc bien plate, mais là, c'est gros, puis ça devient anxiogène. C'est ça qu'on voit avec les nouvelles. Les nouvelles, c'est ça qu'ils font. Ils nous amènent à mettre le focus sur des affaires négatives, puis là, ils nourrissent ça, puis là, les gens, ils font de l'anxiété. Fait que l'anxiété, je travaille avec des ados qui font de l'anxiété. Puis c'est ça, c'est les gens, dans l'anxiété, c'est qu'ils ressentent quelque chose comme si c'était déjà arrivé. Mais c'est pas arrivé. Fait que quand tu imagines quelque chose assez fort, physiquement, tu vas le ressentir comme si c'était réel. Mais c'est pas réel. Fait que moi, ce que je fais avec ces gens-là, je les ramène dans le moment présent. Ici, maintenant, est-ce que ça va bien? Parce que la plupart des jeunes qui font de l'anxiété, c'est qu'ils se racontent des histoires. C'est-à-dire qu'ils disent, oui, mais à l'école, j'ai peur de me faire bullier, j'ai peur de me faire écœurer, j'ai peur de faire rire de moi. Même si tout ça n'est pas arrivé encore, mais ils sentent comme si tout ça était déjà arrivé. Que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils se projettent déjà dans un futur qui n'est pas arrivé. Oui, ce qui est puissant, c'est de se ramener ici présentement. Fait que ici, maintenant, est-ce que ça va bien? Toi, est-ce qu'ici, maintenant, ça va bien? Bon, parfait, fait qu'il n'y en a pas de problème. Mais des fois, tu pourrais commencer à te poser des questions par rapport, tout à l'heure, je vais aller faire ça, puis là, il va arriver quoi? Puis est-ce que j'ai pogné une étiquette dans le stationnement en avant? Mais c'est ça, parce que souvent, on va se projeter, mais on va penser à ce qui pourrait nous arriver de pire. Oui. Au lieu de penser à ce qui pourrait nous arriver de mieux. Oui, bien moi, je dis toujours une chose, puis je le dis dans ma marche sur le feu, c'est que dans la vie, il faut être prêt au pire. Non. Il faut s'attendre au mieux. S'attendre au mieux. Mais les deux. Donc, il faut toujours s'attendre au mieux, mais être prêt pour le pire. Parce que quand tu t'attends au mieux et tu es prêt pour le pire, toutes tes bases sont couvertes. Là. Fait que comme je dis, la marche sur le feu, attends-toi au mieux, tout va bien aller, tu vas marcher sur un tapis de braise, puis tu vas tu vas devenir firewalker. Puis le pire, mais tu peux te brûler. Es-tu prêt au pire? Si tu es prêt au pire, tu arrives devant le tapis de braise, tu dis, OK, moi, je m'attends au mieux, mais je suis prêt au pire. Mais tu le fais? D'ailleurs, parlons-en de la marche sur le feu. Parce que j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire là-dessus. Parce que j'ai vécu cette belle expérience immersive avec toi. Puis, comme tu disais, c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier. Je veux dire, ça marque. C'est très marquant. Mais écoute, moi, ce qui a été vraiment spécial, c'est parce que dans le fond, comment ça fonctionne, là, corrige-moi si je me trompe, mais c'est comme une conférence qui dure 2-3 heures avant de marcher sur le feu. Fait que dans le fond, tu viens vraiment nous préparer là, à cette marche. Oui.
Tu nous expliques, tu sais, justement, quoi à faire, quoi ne pas faire. Tu sais, c'est vraiment, vraiment super, super bien expliqué, bien structuré. Mais ce qui arrive, c'est que le feu, dans le fond, c'est quand même pour nous contre-intuitif parce que toute notre vie, on nous a dit de ne pas toucher au feu parce que ça brûle, on va se brûler. Fait que tout ça pour dire que suite à la conférence, moi, j'étais vraiment gonflée à bloc, là, comme toute la salle. Là, on était la musique, tout le monde dansait, super excité. Puis là, on arrive à l'extérieur, là, où est-ce que tout le setup de la marche de feu était fait. Fait qu'il y a beaucoup de monde, il y avait une frénésie. Puis, tu sais, sincèrement, au début, je sais, j'étais pas dans les premières, là. Puis, je pense pas que j'aurais été la première, sincèrement. On dirait que moi, j'aime ça voir les autres y aller avant, mais je trouvais que c'était super touchant de voir les gens marcher là, sur le feu. Puis j'avais super hâte, j'étais super excitée, j'étais dans un bon mindset. Mais j'avoue que quand je suis arrivée devant le tapis de braise, pendant 2 petites secondes, là, j'ai comme hésité. Là. J'ai comme eu une petite réticence de comme, je veux-tu y arriver, tu sais. Pourtant, j'étais prête. Mm-hmm. Puis je pensais au best outcome, mais tu m'as fait faire quelque chose. OK? Dans le fond, tu m'as mis la main sur l'épaule et tu as dit, prends la pose de Wonder Woman. Mm-hmm. Que t'expliques, dans le fond, que c'est vraiment plus comme en ouverture, donc fait que ça l'apporte... Ça fait des changements bioshipping dans ton corps. Ça l'apporte quoi, dans le fond? Plus d'ouverture, plus de confiance en soi? Dans le fond, si tu fais le power pose 2 minutes par jour, puis là, des fois, je le fais faire certaines... Quand je vois du monde arriver puis que je vois dans tes yeux puis que je suis capable de le sentir, le power pose, ça vient changer ta biochimie. Donc, en faisant ça 2 minutes, tu viens augmenter ta tolérance au risque de 33 %. Fait que ça, c'est beaucoup ça ce que j'ai besoin. Ça vient diminuer ton hormone de stress. Ça vient augmenter ton niveau de cortisol. Diminue ton niveau de cortisol. Donc, ça te redonne un boost pour pouvoir le faire. Donc, voilà. Puis c'est ça que je vous explique dans la conférence avant. Fait que quand moi, je t'arrive, puis premièrement, je mets la main sur l'épaule de tout le monde, puis je vous regarde dans les yeux, puis je suis capable de savoir pas mal où vous êtes où. Fait que j'ai mes petits trucs comme ça, puis tous les petits trucs, c'est juste ça. Puis toi, mais juste en faisant ça, je viens changer ton focus de place. Fait que tu focusais sur... Tu m'as dit, j'ai un petit 2 minutes que j'ai eu un doute. Fait que, deux choses, c'est ta gueule. Faut que tu prennes le contrôle de ton cerveau qui veut dire, non, ça n'a aucun sens, tu peux pas faire ça. Parce que tu t'es fait dire toute ta vie, touche pas au feu, tu vas te brûler. Là, c'est comme, non, c'est correct, c'est moi qui décide. Je suis pas ce que toi, tu veux me dire. Je suis pas en mode survie, là. Tout va bien. Je prends la décision. Je décide de devenir Firewalker. Puis moi, ce que je fais, c'est que je t'amène à changer de focus. Puis je t'ai expliqué avant que si tu prends cette pause-là, ça va te donner du pouvoir. Fait que je te mets dans cette pause-là, puis après ça, tu pars. Exact. D'ailleurs, ce qui est arrivé. Puis, dans le fond, on a mis aussi une photo là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que vous allez pouvoir voir juste avant que je marche, que je mette mon premier pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Le plus dur, c'est de mettre le premier pas. Les autres pas s'enchaînent. Puis... Exactement. Mais dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. C'est de partir le premier pas, faire le premier pas. Dans la vie, tout se passe dans le premier pas. Puis, si dans le fond, on revient à l'expérience, pourquoi c'est aussi puissant comme symbole, là, la marche sur le feu pour affronter nos peurs? Bien, parce que moi, j'utilise le feu en priorité parce que, c'est ta plus vieille croyance limitante. Tu t'es fait dire depuis l'âge de 1 an par ta mère, touche pas au feu, tu vas te brûler. Toute ta vie, tu t'es fait dire ça. Puis, c'est la plus grande peur parce que le feu, c'est la destruction, c'est la guerre, c'est la mort. Donc, les gens ne veulent pas toucher au feu parce que toute leur vie, ils sont fait dire ça. C'est OK. Mais quand tu es capable de surpasser ta plus vieille croyance limitante, puis transpercer la membrane de la peur, d'oser faire le premier pas, parce que c'est ça que vous faites quand vous osez faire le premier pas, vous traversez la membrane de la peur là, avant ça, vous n'auriez jamais fait ça, mais ça vient changer quelque chose à l'intérieur de vous. Puis, pour moi, ça, c'est très, très important. Puis, toute la base de ma conférence, c'est le but de faire vivre une expérience. Donc, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, comme tu expliquais, ça dure 2, 3, 4 heures, tout dépendant. Ça a duré 7 heures. Certaines conférences que j'amène des tambours et tout ça, mais ce que tu as vécu durer 2 heures, 2 heures et demie. Ce que je vous enseigne avant, c'est comment maîtriser vos émotions. Parce que quand tu arrives devant le tapis de braise, il faut que tu respires, il faut que tu fasses attention à ton langage, il faut que tu fasses attention où tu mets ton focus. Puis ça, je vous explique la puissance des croyances limitantes, comment venir la briser, cette croyance-là. Puis je vous amène à croire que vous êtes capable de le faire. Sans se brûler. Hein? Sans se brûler. Non, mais je vous le dis que c'est possible que vous brûlez gros comme ça. Ouais, c'est vrai. Et je vous dis aussi que c'est beaucoup plus risqué de prendre votre auto puis de descendre jusqu'au Mont-Tremblant que de traverser le tapis de braise. Personne ne va mourir là. Fait que je vous amène à croire, je vous amène à maîtriser vos émotions, je vous amène à croire que vous avez la capacité de le faire. Ça, c'est l'affaire la plus importante.
Puis après ça, je vous amène à dire, la peur, c'est votre imaginaire. Fait que surpasse cette peur-là. Puis tu vas regagner ton pouvoir. Parce que ce que tu as fait là, tu peux le faire n'importe où. Fait que quand tu vas arriver dans une situation X, Y, Z dans ta vie, puis que tu vas avoir un doute, puis que tu vas avoir peur, dis-toi, j'ai déjà fait le premier pas sur un tapis de braise. C'est la même chose. C'est ton cerveau qui essaye de t'amener dans son histoire, dans son imaginaire. Non, on va pas là. Ça, je dis souvent ta gueule. Moi, c'est ce nom que je dis. Ta gueule. Puis des fois, je le dis au monde, carrément comme ça. Là. Ta gueule, arrête de penser à ça. Là. Switch, change ton focus de place, change ton langage intérieur. Puis après ça, ce qui est super intéressant, c'est que ça vient intégrer. Là. Comme on disait, tu t'en souviens. Tu peux l'utiliser. Il y a un gars qui m'avait bien touché à un moment donné, c'est que le gars était venu. Je l'avais rencontré une fois dans un salon du livre. Il a dit un jour, je vais aller faire la marche. Puis là, un an après, il est venu faire la marche. Puis l'année d'après, je le revois. Puis là, il m'avait dit que sa plus grande peur, c'était de lâcher son boulot. Parce qu'il dit, je voulais lâcher ma job, mais j'avais peur de perdre ma maison, perdre ma femme, puis que je ne sois plus personne, puis que j'ai plus rien. Puis bon. Fait qu'il a fait la marche. Puis là, il a vécu devant le tapis de braise, il m'a raconté l'histoire. Ouais, mais là, si je me brûle, je suis capable de travailler demain, je suis pas capable de faire mon marathon, peut-être des fois, le cerveau, il part. Mais il a osé faire le premier pas. Puis à un moment donné, il s'est ramassé devant son patron pour lui donner sa démission. Puis là, il dit, j'ai vu mon pattern arriver, le pattern de peur qui est arrivé, comme quand je suis arrivé devant le tapis de braise. Puis là, j'ai fait, ta gueule. Puis là, je l'ai dit, je donne ma démission. Puis après ça, mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est qu'il a donné sa démission. Puis il dit, c'est exactement ça qui m'a permis d'avoir le pouvoir de le faire. Puis après ça, mais il a perdu sa maison, puis c'est sa femme. Il s'est séparé, puis il a perdu sa maison. Mais c'est le gars le plus heureux au monde aujourd'hui. Wow. Fait que tu sais, à un moment donné, ce qui te fait peur, moi j'ai dit souvent, ce qui nous fait le plus peur, c'est exactement ce qu'on doit faire. Puis souvent, derrière nos plus grandes peurs se trouve la meilleure version de nous-mêmes. Fait que des fois, ce qui nous fait peur, c'est l'inconfort de sortir de notre zone de confort qui est juste sécuritaire. Oh my God, c'est trop inspirant. Tellement riche comme épisode, là. C'est comme, il y a des choses que j'ai déjà entendues dans ta conférence, mais de les réentendre, comme tu dis, là, la répétition, ça fait du bien, puis je sens que ça s'intègre encore plus. Ça nous amène déjà au segment Fraîchement Bon. Dans le fond, c'est notre partenaire, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon, qui commandite le balado. Puis, on aime toujours faire découvrir un produit à vos invités qui est vendu en boutique. Mm-hmm. Puis, t'expliques bien dans ta formation Manifesta, justement, comment c'est important de prendre soin de nous, de notre santé pour avoir un meilleur état d'esprit. Donc, aujourd'hui, on te fait découvrir... c'est l'huile d'olive, une huile d'olive grecque biologique. Cool. Dans le fond, alors tu repars avec ça aujourd'hui. Oui. Super, mais merci beaucoup. Est-ce que tu consommes de l'huile d'olive? Ben oui, beaucoup. Parfait, super. Ça m'amène à des petites questions, Raphaël, que j'avais avant de terminer l'épisode. Dans le fond, c'est des questions que je vais te poser assez rapidement, donc tu réponds rapidement. J'avais envie de faire ce petit jeu-là avec toi. Parfait. Un mot pour décrire ta vie aujourd'hui. Passion. Une croyance que tu as complètement changée. Ben, tout est possible. Avant, je croyais pas que tout était possible. Là, tout est possible. Un souhait ou un rêve que tu n'as pas encore manifesté? Faire le tour du monde. Est-ce que tu as voyagé beaucoup dans ta vie? Oui, j'ai voyagé beaucoup. J'ai déjà eu un projet de faire un tour du monde, puis faire un tour du monde avec aller rencontrer des chamans un peu partout, aller rencontrer des gens dans différentes cultures, puis de filmer ça, puis de le vivre seul avec ma petite caméra. J'avais déjà eu un projet, j'avais certains commanditaires, tout ça, mais la pandémie est arrivée. Et c'est OK parce que j'ai fait autre chose, mais j'ai encore une petite filière sur mon bureau, puis il est encore là, Tour du monde. OK. Donc, on te souhaite de manifester Je le manifesterai. Parfait. J'ai hâte de voir ça. Ton mantra aujourd'hui? Pura vida. Peux-tu expliquer c'est quoi? Pura vida, c'est le slogan du Costa Rica. C'est un peu... le Costa Rica, pour moi, c'est une terre sacrée qui est ma deuxième terre. Je me sens chez moi là-bas plus qu'ici. Pura vida, ça veut dire vie pure, mais ça veut dire aussi, tu sais, en québécois, grosse vie sale, comme moi je dirais. C'est comme si Pura vida, c'est OK, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, je connais des Costa-Ricains, dont un ami à moi, Miguelito, tu sais, qui vit dans une petite maison avec sa mère, son père, sa grand-mère, son grand-père, son mononcle, sa tante, ses deux cousins. Ils vivent tous ensemble. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas beaucoup de choses, mais ils ont tout. Fait que lui, tous les matins, il se lève. C'est le gars le plus de bonne humeur que j'ai jamais connu de ma vie. Il est toujours de bonne humeur. Il est toujours souriant. Puis lui, la seule chose, c'est que il mange, il fait du surf. Puis la vie est parfaite.
Il ne se pose pas de questions. Puis ça, pour moi, des fois, je fais comme, OK, un peu, qu'est-ce qui ferait Miguelito ici aujourd'hui? Et je me ramène à ça. La vie, c'est simple, la vie, c'est facile. La pura vida, c'est un état d'esprit, plus tout est plus tranquille. Tu sais, quand je vis au Costa Rica, moi, je marche plus tranquillement, tout est plus tranquille, puis c'est parfait, ouais. D'ailleurs, pour avoir été au Costa Rica, la seule fois en 2017, là, c'est ce qui m'avait le plus marqué, le Pura Vida là, du Costa Rica. Puis, ouais, je me rappelle, ça m'avait fait un grand bien. Puis c'est une terre, c'est ça, comme tu dis, c'est une terre, il y a un point énergétique au Costa Rica Clairement, aussi. il y a beaucoup de volcans. Donc, moi, quand je fais des retraites là-bas, j'amène les gens sur des volcans et tout ça. Puis, tu sais, il y a une énergie incroyable. Puis, puis il y a vraiment un taux vibratoire très, très élevé là-bas. Complète la phrase. La vie est trop courte pour se faire chier. Peux-tu expliquer un peu plus? Je dis ça souvent, moi. J'adore. Je dis ça souvent. Mais tu sais, les gens, souvent, ils s'en font pour des banales, des petites affaires, là, pas rapport. Là. Voyons donc. C'est moi. Mais arrête, la vie est trop courte de se faire chier. Sabrina, ça vaut pas la peine. Fait que, tu sais, dans la vie, là, le privilège de vieillir, il appartient pas à tout le monde. T'es en santé, t'es belle comme un cœur, profites-en, puis arrête de te faire chier. Je te souhaite ça. Bien dit. Merci. Hey, je le prends à 1000%. Puis, je l'ai pas écrit, mais un conseil ou quelque chose que tu pourrais laisser à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a envie justement de transformer sa vie. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Parce que vous avez à l'intérieur de vous toutes les réponses à toutes vos questions. Il s'agit d'écouter. Puis, savoir écouter, c'est juste savoir se calmer, respirer. Calmer le bruit. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans notre société. Fait qu'il faut être capable de sortir de ce bruit de société-là. Mais le bruit de la société, on l'amène dans notre tête. Donc, la plupart des gens vivent à 100 000 à l'heure, puis ils prennent pas le temps de s'arrêter. La plupart des gens, j'en connais beaucoup, là, qui vivent une vie, mais ils vivent pas leur vie. Ils sont toujours en mode réaction. Ils sont jamais en mode proactivité. Ils sont jamais en mode, je me pose, je prends le temps de juste respirer, ressentir. Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Puis quand tu te poses des questions, bien, si tu prends le temps de juste de te déposer puis d'écouter comment tu te sens face à la situation et à la question que tu te poses, tu auras la réponse. Écouter plus. Ça devrait être notre objectif à tous pour 2026. Bien, ton meilleur coach, c'est toi. Parce que tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. La plupart du monde, là, ben oui, je sais ce que tu me dis. Pourquoi tu le fais pas? Ouais, pourquoi faut l'appliquer aussi. Ben oui, c'est ça. Parce que la plupart du monde, ils savent, mais ils ne s'écoutent pas. Fait que souvent, ils s'auto-sabotent. Puis c'est souvent parce qu'on est pris dans une espèce de brouhaha, puis là, le monde, c'est métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Fait que tout ce que tu dis que tu n'as pas le temps de faire puis que tu peux pas faire, tu le feras pas parce que ton cerveau va tout faire pour que tu sois pas capable de le faire. Fait que calme-toi. Calme-toi. Dépose-toi. Écoute, ça a été un épisode exceptionnel. Là. Ça aurait pu continuer des heures. En tout cas, moi, j'aurais pu continuer avec toi sans problème. Pour des gens qui écoutent aujourd'hui, qui auraient envie d'être accompagnés par toi ou de vivre une de tes conférences, expériences immersives ou même de faire une retraite avec toi, pourrais-tu nous en parler un peu plus? Où est-ce qu'on peut trouver l'information? Ben, je suis partout sur les réseaux sociaux, donc Jean-Pierre Beaudoin. On va les mettre dans le lien aussi de l'épisode. Puis mon site web, donc jpbaudouin.com, très simple, tout est là. Il y a des gratuités, il y a des e-books gratuits, il y a du vidéo gratuit. Donc les gens qui ont juste envie de venir un peu découvrir mon environnement. Puis bien sûr, ben, j'ai 2 livres déjà sur le marché qui s'appelle « Maîtrise tes émotions et tes peurs, deviens la meilleure version de toi-même ». Ce livre-là, c'est le livre que je raconte mon histoire. Puis après ça, je raconte tout le concept de les émotions, les croyances limitantes, les peurs. Il y a un chapitre là-dedans sur le record du monde de la plus longue marche sur le feu à laquelle je me suis attaqué. Puis il y a toute l'histoire. Il y a un chapitre complet sur mon expérience de mort imminente aussi. OK. Puis dans l'autre livre, c'est Manifesta, c'est mon nouveau petit bébé. Fait que ce livre-là, c'est vraiment... je l'ai écrit vraiment pour moi. T'as-tu déjà connu les livres Excel pour les nuls ou les jaunes? Bon, c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec ça. C'est comme un peu la manifestation pour les nuls. Donc, c'est comme la porte d'entrée du pouvoir de la manifestation consciente et puissante. C'est comme toutes les étapes, mais de façon très simple. L'arbre de la manifestation. Oui, tu as l'arbre de la manifestation dedans. Puis, c'est vraiment très simple. Fait qu'il y a un enseignement,
il y a une citation, il y a une question, puis il y a des exercices concrets. Fait que c'est un livre très mais efficace. D'ailleurs, c'est drôle que tu parles parce que des livres, justement, là, pour les nuls et tout ça, parce que je trouvais que c'est tellement facile à suivre puis à comprendre. Parce que, tu sais, des fois, dans ces... tu sais, parler de manifestations, des fois, ça peut être compliqué à comprendre pour des gens, exemple, qui s'initient à ça, là, c'est ça. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment facile à suivre, là, puis c'est super intéressant t'écouter, là. En tout cas, j'aime vraiment... Mais merci. Puis, tu sais, le livre, dans le fond, c'est la porte d'entrée du mouvement Manifesta. Fait que les gens qui rentrent là, pour ça, ils peuvent tomber dans l'accompagnement en ligne, dans le VIP. Après ça, il y a des retraites. Après ça, il y a des conférences. Fait que c'est la porte d'entrée pour les gens qui sont curieux par rapport au pouvoir de la manifestation. Bien, merci beaucoup. Donc, en espérant aujourd'hui que... Bien, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir encore répondu présent à mon invitation. Là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de te recevoir. Puis, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai affronté un blocage de peur pour te contacter. Ça me fait plaisir, sérieusement. Ça a été super le fun. Tu es super sympathique. Puis, tu as posé des très bonnes questions. Puis, ça a été super le fun d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup pour tes réponses. Puis, en espérant aujourd'hui que les gens vont utiliser le triangle. Oui. Donc, on rappelle, c'est physiologie, focus, langage. Yes. Pour changer notre état d'être et pour mieux manifester la vie qu'on souhaite. Donc, c'est ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui. Donc, si vous l'appliquez dans votre vie là, aujourd'hui, bien, écrivez-nous en commentaire. Là, on a envie de savoir comment ça a transformé votre vie. Puis, parlant de manifestation, j'ai manifesté il y a longtemps de créer des événements pour femmes pour venir ralentir, connecter, fleurir. Puis, je lance mon tout premier événement le 7 avril prochain. C'est des événements qui ont plusieurs volets, mais celui-ci, c'est vraiment pour venir ralentir le système nerveux. Donc, peut-être qu'éventuellement, on pourrait faire des événements ensemble, même une marche sur le feu. Je lance ça dans l'univers. Mais donc, le premier événement, c'est vraiment plus au niveau de breathwork, donc respiration consciente, bain sonore et méditation gustative. Donc, au moment où on se parle, je ne sais pas s'il reste des billets, mais allez voir ça, c'est slowrise.ca. Sinon, je vous dis encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.